La zone aéro. Eh bien, take-off. Press 7. 8 knots. La contrôle de Tango, bonsoir, de Tango 3, ligne 0 est gauche et attendez. Eh bien, bonsoir, de... Conseil, bonsoir, de 200, Air France, en demande. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to Route Air Flight Norway 401 to London Heathrow. La zone aéro. La communauté francophone de l'aviation et des pilotes. Et bonsoir à toutes et tous. Soyez les bienvenus dans la zone aéro. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Je vois déjà qu'il y a beaucoup de gens qui sont connectés. Ça fait très plaisir, les amis. Comment est-ce que vous allez en ce mercredi soir? J'ai vu qu'il y a une partie de la modération qui est là. J'ai vu un abonnement. J'ai vu Lolo Radar qui a pris son 6e mois. On est abonné depuis 5 mois. Bravo. Faites un petit coucou dans le chat, comme ça je vous salue toutes et tous. Ah, c'est plus sympa quand on se dit bonjour, hein. Alors, hop, je vais remonter dans la liste pour pas louper, pour louper personne. 0K qui est là, Ludo avec l'excellente team de la modération. J'ai vu Julot, j'ai vu Philémon qui sont présents. Et les amis, je vais vous solliciter en fin d'émission puisqu'on va faire un quiz. Et avec le quiz, on fera un sondage. Donc je compte sur vous, les amis, pour faire tout ce qui va bien, c'est-à-dire des sondages pour répondre aux questions. Merci Didou, 2e mois qui vient de resub. Merci beaucoup mon cher Didou. Didou pour les intimes bien sûr. Qui est-ce que j'ai pas vu? Lolo Radar, j'ai vu. Finger Gold, qu'on salue. The Flying Man qui est là. Salutations aviateur, bien sûr. Azazel qui est là, qui posait une question par rapport à la Ground School. Et bien tu vois, il y a Julot qui est connecté. Il va pouvoir répondre à tes questions. Je crois que c'est moi. De quoi? Qu'est-ce qui est toi? Didou, Lolo, je sais pas, j'ai pas trop compris. Bref, soyez les bienvenus également à celles et ceux qui prennent ce stream en replay, que vous pourrez voir et suivre sur la page YouTube de la zone aéro comme d'habitude, les directs sur Twitch, les replays sur YouTube. Vous connaissez le principe, pour soutenir l'émission, le contenu vous plaît, vous désirez le mettre en avant, on en a besoin, surtout sur Twitch en plus, puisque la quantité de viewers sur Twitch, elle diminue un petit peu avec le temps. On gagne sur YouTube, mais on perd un petit peu en activité, ce qui est dommage. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne, faites-la connaître. Déjà, premier moyen. Vous avez comme Didou, comme Lolo Radar, moyen de nous soutenir sur les abonnements, soit par Prime, soit en les prenant directement sur Twitch, ou bien d'utiliser en fait le Patreon de la zone aéro. Vous avez le lien sur lazoneaero.fr où vous retrouvez tous les replays, vous retrouvez les infos sur la chaîne, les liens pour le Discord et également la partie Patreon qui vous permet d'avoir des bonus exclusifs au cours de la saison. Donc, allez y faire un petit tour et merci à vous pour nous soutenir. Voilà, que dire de plus? Pas grand-chose. Toc. Ouais, ok, on peut pas le MP. D'accord, donc Azazel, je sais pas si tu es toujours là. Tu vas dire dans le chat si tu es toujours là. Il faut que tu fasses un MP à Julot dans le Discord. Voilà, tu vas sur le Discord et tu réponds. Enfin, tu fais un petit message à Julot, il est connecté. Il t'attend et bah, c'est maintenant. Voilà, il va gérer l'histoire de la Ground School. Bien. Bah écoutez les amis, je vous propose tout de suite de démarrer. On salue Free Flight qui vient d'arriver. Salut Eric. Meilleurs vœux également à toutes celles et ceux qui n'étaient pas forcément là vendredi pour l'excellent live avec notre ami Marc Scheffler qui est venu nous voir. Chouette moment d'échange. Donc vous pourrez voir le replay dans une dizaine de jours sur la page YouTube bien sûr. Bah écoutez, je vous propose tout de suite de déposer le plan de vol. Découvrons le sommaire de l'émission de ce soir. Plan de vol de l'émission. Le sommaire de la zone ce soir. Et on est parti, on va l'afficher ici, notre plan de vol. Hop, il est là. Le voici, avec la petite vidéo qui va bien, Remove Before Flight, c'est ce qu'il va falloir qu'on fasse
pour démarrer cette émission, l'actualité du terminal dans un instant. Pas mal de petites choses à partager avec vous qui sont assez marrantes pour certaines, insolites pour d'autres. Donc on découvre ça dans un instant, l'actualité du terminal de ce 14 janvier dans la zone aéro. Puis ensuite l'école de pilotage avec une solution un petit peu unique ce soir puisque si vous désirez, comme nos élèves d'ailleurs de la Grand School, passer votre PPL, eh ben c'est une solution qui est faite pour vous. Il y en a plein. Et celle-ci, elle est toute récente et on va le découvrir avec son créateur tout à l'heure. C'est Emmanuel qui sera avec nous pour découvrir Aerobot, nouvelle plateforme en ligne pour pouvoir se préparer de manière les plus correctes, les plus efficaces possibles au PPL théorique. Bah oui, donc on va vous présenter cette plateforme avec lui. Ça peut pas être mieux, c'est le créateur. Donc j'ai envie de vous dire, on ne peut pas rêver mieux pour aller découvrir les entrailles de cette application. Et puis, en fin d'émission, on va vous proposer dans les 20 dernières minutes de participer tous ensemble à un quiz. Alors comment est-ce que ça va se passer? On va vous poser des questions qui sont directement issues de la plateforme, type QCM, 4 choix, et via le système de sondage de Twitch, on va vous proposer de voter et la majorité validera la réponse et on verra si la majorité, elle a toujours raison ou pas toujours. À vous de faire pencher la balance. Tout à l'heure, c'est dans les 20 dernières minutes de l'émission. Et puis, fin d'émission, évidemment, foire aux questions, remise de gaz. On parlera du programme des émissions à venir dans la zone aéro. Vous connaissez maintenant la formule. Écoutez, moi, je crois que j'ai fait le tour. On va pousser le programme. Voilà, il est parti. Et puis, tout de suite, on va démarrer directement l'actualité du terminal. L'actualité du terminal. News, nouvelles, informations et réactions avant l'embarquement. Et on est parti pour l'actualité du terminal. On a aperçu en arrière-plan notre ami Emmanuel, qu'on retrouvera tout à l'heure. Salut Run to the Sky, en direct de mon stage de recyclage instructeur drone. Bon courage Loïc. Bon courage. J'en profite d'ailleurs à celles et ceux qui ont raté le message de bonne année, c'est Loïc qui m'y fait penser, de la semaine dernière, enfin de vendredi. Allez faire un petit tour sur le Discord, on a posté la vidéo. Voilà. Et salut Ngrim, ou Grim, je ne sais pas comment on dit, Ngrim ou Ngrimen. Voilà, tu vas nous dire. On parlait de drone, ben voilà, donc c'est parfait. Allez, on est parti pour l'actualité du terminal de ce soir. On va parler de Kittilä sous moins 39 degrés. Donc ça se passe où? C'est en Laponie finlandaise, donc un épisode de froid extrême. Alors peut-être un petit peu plus intense que celui qu'on a vécu il y a quelques jours. Cet épisode de froid extrême a paralysé l'aéroport donc de Kittilä où les températures ont chuté jusqu'à moins 39 degrés. Ce qui a forcé, vous en doutez bien, l'annulation d'un certain nombre de vols commerciaux. Des milliers de touristes qui étaient notamment venus de France, de Royaume-Uni et de Pays-Bas sont retrouvés bloqués dans cette destination assez prisée parce que les gens aiment bien aller là-bas pour voir les aurores boréales. En plus, il y en a pas mal en ce moment avec l'activité solaire. En cause, non pas les avions eux-mêmes, mais plutôt les limites opérationnelles au sol, car à ces températures, les fluides de dégivrage, vous savez, ceux qu'on passe sur les avions, qui sont réchauffés, qu'on passe avec un peu les Karcher, là, vous avez déjà vu ces images-là, et en fait, ces fluides de dégivrage perdent leur efficacité et les équipements commencent à se figer. Donc, c'est plus utilisable. Et face à l'impossibilité de garantir donc une sécurité totale, les autorités ont décidé de fermer la piste. Cette vague de froid, qui est d'ailleurs l'une des plus sévères depuis une dizaine d'années, rappelle que même dans les régions qui sont pourtant les plus habituées à l'hiver, la météo peut des fois dépasser les capacités de l'aviation moderne. Donc si vous voulez aller à Kittilä, emmenez un bonnet. Ça sera mieux pour vous. On enchaîne avec une petite anecdote un petit peu marrante. Faudrait pas que ça vous donne des idées par contre, puisque le 6 janvier dernier, une passagère indonésienne a réussi à embarquer sur un vol donc, de Batik Air entre Palembang et Jakarta, le tout déguisé en hôtesse de l'air. Alors, il y avait un uniforme complet et elle voyageait pourtant à bord. Alors,
Évidemment, elle n'était pas hôtesse et elle voyageait à bord avec un simple billet passager. Alors, d'abord prise pour une collègue par les membres de l'équipage, logique, elle a rapidement été démasquée lorsqu'elle s'est révélée incapable de répondre à certaines questions de base, notamment sur les procédures de sécurité. À l'arrivée, évidemment, il y a les autorités qui l'attendaient et ils ont pu découvrir qu'elle avait acheté en fait l'uniforme en ligne pour faire croire à sa famille qu'elle avait été recrutée par la compagnie. Et si effectivement aucune menace pour la sécurité des vols n'a été identifiée, et ben l'affaire relance un petit peu le débat sur les impostures dans l'aérien. Vous avez tous vu le film Attrape-moi si tu peux avec le fameux Leonardo. C'est un phénomène qui est assez rare, mais pourtant, et c'est l'aviation civile qui l'indique, assez récurrent. Donc souvent motivé d'ailleurs, soit par le prestige des postes, ou bien des avantages qui sont associés au métier du ciel. Donc prudent si vous faites ça, parce qu'évidemment, c'est répréhensible et il y a certains pays ou certaines compagnies qui rigolent pas du tout avec ce genre de choses. Donc, on vous invite à la plus grande méfiance. Vos réactions évidemment sur le chat en même temps. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Ouais, il y a bien ce gars qui a été pilote de ligne durant des années. Ouais, et puis qui s'est fait capter un petit peu après. Ça, c'est peut-être même encore pire. On continue et on va parler d'un fait divers qui s'est passé sur un vol donc un vol de la compagnie Air Canada qui devait partir de Montréal et rejoindre Moncton et qui a été annulé après un incident pour le moins improbable puisque un bagagiste est resté enfermé dans la soute à bagages de l'Airbus A320 alors que l'avion est en train de rouler vers la piste. C'est assez insolite, hein. Ce sont des passagers qui ont entendu des coups et des appels à l'aide, qui ont prévenu l'équipage, et donc l'équipage a immédiatement interrompu le départ, hein, et est revenu au point de stationnement, et l'employé a été retrouvé dans la soute, sain et sauf, mais il a failli partir très loin, et l'incident a par contre déclenché toute une cascade de retard, avec notamment un changement d'équipage, un problème technique, puis finalement une annulation du vol en pleine nuit. Et heureusement pour l'employé, si l'affaire s'est bien terminée, elle rappelle aussi les risques majeurs liés à ce type de situation qui a déjà été observé ailleurs avec des conséquences beaucoup plus graves. On imagine quelqu'un qui reste bloqué dans la soute. Sur un vol long courrier, ça peut être très problématique. Et ça met aussi en lumière, des fois, la fragilité de la chaîne opérationnelle et des gens qui se situent au sol pour savoir qui est là, qui n'est pas là. Les collègues, en tout cas, ils ne l'ont pas vu se faire enfermer dans la soute, il a failli. En tout cas, il a dû avoir une belle peur. On n'aurait pas aimé être à sa place, surtout qu'il fait noir dans la soute. On ne voit rien du tout. En tout cas, sur des soutes de ce style-là. On continue, on va parler de deux avions, on en a déjà parlé dans la zone aéro, de très bons avions d'ailleurs, puisque l'EASA vient de certifier les Gulfstream G500 et G600. C'est une certification européenne qui vient de tomber et c'est une certification un petit peu spéciale puisqu'elle va valider les approches à fort pente. Donc on imagine bien les steep approach qui complètent en fait une autorisation qui a déjà obtenue auprès de la FAA, donc l'agence américaine. Hein. Cette validation permet aux jets d'affaires Gulfstream, G500 ou G600 de pouvoir effectuer des approches avec des angles de descente qui sont largement supérieurs aux standards, comme par exemple les approches sur Londres ou sur Lugano. Où d'ailleurs il y a des contraintes de bruit, il peut y avoir des contraintes de relief ou de longueur de piste qui sont assez restrictives et donc ce n'est pas tous les avions qui peuvent y aller, il faut qu'ils soient certifiés. Les essais ont confirmé leur performance à basse vitesse et à l'atterrissage. Normal, hein, on essaie de réduire le plus de vitesse possible pour pouvoir se poser sur une distance la plus courte possible. Et bien, tout ça ouvre l'accès à des plateformes urbaines montagneuses assez complexes sous pavillon européen. Il faut savoir donc que ces avions sont en service depuis 2018 et 2019. Les G500 et les G600 totalisent déjà la bagatelle de 350 000 heures de vol. C'est énorme. Qui confirme aussi leur maturité opérationnelle sur le segment, on va dire un petit peu luxueux, des jets long courrier haut de gamme. Donc c'est des avions qui sont capables, c'est des transatlantiques, hein, ils sont capables d'aller très loin, très vite et très haut. On recevra d'ailleurs peut-être bientôt un pilote ou un ancien pilote
de Gulfstream. On est en train d'en parler, en train d'en discuter. Si ça peut vous intéresser, ça peut être pas mal. On enchaîne avec un projet pharaonique, un projet de très grande envergure, avec Ethiopian Airlines, la compagnie que vous connaissez, qui a officiellement lancé les travaux d'ailleurs de son futur aéroport international de Bishoftu. C'est un projet colossal de 12,5 milliards de dollars qui prévoit d'en faire un aéroport d'ici 2030, la plus grande plateforme même aéroportuaire d'Afrique. Il a été conçu pour accueillir jusqu'à 110 millions de passagers par an, sous forme de hub, qui d'ailleurs devrait progressivement remplacer celui d'Addis Abeba Bole, aujourd'hui qui est assez proche de la saturation. Il est situé à peu près une quarantaine de kilomètres de la capitale, et Bishoftu comptera à terme 4 pistes parallèles et des capacités d'accueil qui seront comparables aux plus grands hubs mondiaux. Il a été pensé comme un pilier stratégique du réseau d'Ethiopian Airlines et le site va renforcer aussi les liaisons intercontinentales entre l'Afrique, l'Europe, l'Asie et les Amériques. La première phase donc, des travaux, elle est prévue aux alentours de 2030 et vise déjà 60 millions de passagers annuels et marque une ambition sans précédent évidemment pour l'aviation africaine. Vous voyez les images de synthèse, ça vous donne un ordre d'idée du chantier. C'est assez impressionnant. Voilà, et puis on va terminer cette rubrique actualité du terminal du 14 janvier par un 14 janvier dans l'histoire. On va se reporter en 1986, peut-être que certains parmi vous n'étaient pas nés, d'autres oui. En marge du rallye Paris-Alger-Dakar, donc de l'époque, un hélicoptère, un écureuil AS-350 s'écrase au Mali après avoir heurté une dune lors de la 14e journée de course et à bord se trouvaient plusieurs personnes, dont le pilote François-Xavier Bagnoud, l'organisateur de l'épreuve qui s'appelait Thierry Sabine, organisateur du Dakar, le chanteur que tout le monde connaît, Daniel Balavoine, une journaliste qui s'appelait Nathalie Audan, et le technicien radio Jean-Paul Le Fur, qui malheureusement sont tous mortellement blessés. Les circonstances exactes de cet accident d'ailleurs ne seront jamais clairement établies. On parle de mauvaise météo, on parle d'une heure tardive aussi d'évolution, peut-être avec de la visibilité qui n'était pas bonne. On parle d'une tempête de sable, on parle peut-être d'un problème à bord. En attendant, l'appareil percute le sol et le drame bouleverse l'opinion publique, tant par la disparition de Thierry Sabine, qui est une ou la figure fondatrice du rallye Paris-Dakar, que celle de Daniel Balavoine, qui d'ailleurs était à cette époque-là immensément populaire. Il était présent cette année-là d'ailleurs pour une mission humanitaire. Il avait d'ailleurs participé comme pilote sur le rallye. Et à cette occasion, le chanteur pilotait l'opération qui s'appelait Paris-Dakar, Paris du cœur, qui était destinée à installer des pompes à l'eau hydrauliques dans les villages africains. Et cet accident marque l'histoire du Dakar d'une part, on en parle encore aujourd'hui, et symbolise la part de risque aussi inhérente à la fois aux participants sur les pistes, mais aussi tous les relais, parce qu'il y a pas mal de relais aériens. On pense notamment à certains avions qui font des évacuations sanitaires et qui sont sur place pendant le rallye, avec des pilotes, et aussi évidemment les hélicoptères qui sont sur place pour la logistique, mais aussi pour les images aériennes, pour retransmettre cette épreuve. Voilà, donc c'était le 14 janvier 1986, rendez-vous compte. Voilà, on a terminé l'actualité du terminal de ce soir. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas à les poster dans le chat. Oui, Lolo Radar qui nous dit « Je me souviens du débat avec Mitterrand qui était assez musclé. Daniel Balavoine n'avait pas la langue dans sa poche. Il était un petit peu rebelle, enfin en tout cas il était connu un peu pour ça. Et ça ne déplaisait pas aux médias. Il était assez médiatique. Voilà, écoutez, on a fini l'actu du terminal. Donc tout de suite, on va se pencher sur le sujet de ce soir.
Le sujet de ce soir, vous le connaissez, on en a parlé. Vous désirez vous former, vous désirez découvrir de nouvelles solutions pour la formation de pilote, et bien ça tombe bien, puisque nous allons retrouver notre invité de ce soir. C'est Emmanuel qui va être avec nous. Il est fondateur d'une solution qui s'appelle Aérobot. Et tous ensemble, on va la découvrir parce qu'elle est toute nouvelle. Elle a été lancée il n'y a pas très longtemps et il va nous dévoiler toutes les coulisses de cette application. Donc, c'est une séquence qui s'appelle, logiquement, c'est où? C'est l'école de pilotage et on va retrouver Emmanuel tout de suite en direct avec nous. Jingle. Le briefing avant vol des instructeurs de la zone aéro. On ouvre l'école de pilotage. Et on le retrouve en ligne, il est là, il est avec nous. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Sébastien. Alors, est-ce qu'on t'entend bien? Vous allez nous dire aussi dans le chat si tout est bon, si les réglages sont bons et si vous l'entendez bien. Merci beaucoup Emmanuel. Alors, on te retrouve, en plus tu as mis le polo Aérobot, full promo. Et on est ravis de t'avoir puisque la dernière fois, malheureusement, il y a eu un petit souci. Voilà, on l'avait dit en plus, hein. Un petit accident de trottinette, ça peut arriver. Ok, l'info a été donnée. Okay. Ouais, mais tout le monde en a parlé. Hein. Ouais. Ah okay, ouais. Bon, en tout cas, ravi d'être là ce soir. Désolé évidemment pour cette reprogrammation. Mais en tout cas, super content d'être là ce soir avec vous tous, avec toutes les personnes qui suivent cette émission pour qu'on discute ensemble. Eh bien, écoute, le plaisir est pour nous. On ne va pas changer de formule gagnante. Pour commencer, l'idée, c'est un petit peu de te présenter. Donc, je vais afficher le chrono qui défile comme d'habitude ici sur le côté. Et puis, en une minute, on voudrait savoir qui tu es. Alors, pourquoi tu es là ce soir? On en discute un peu, mais comment c'est arrivé? En une minute déjà. Et après, on va rentrer dans le détail. Allez, on est parti. Allez, c'est parti. Écoutez, moi je m'appelle Emmanuel Laby, je suis pilote privé avion et ULM basé en région toulousaine depuis un petit moment déjà. Grand passionné d'aviation et tout ce qui s'y attache de près ou de loin, mais je pense comme majorité des personnes, si ce n'est l'exhaustivité des personnes qui sont présentes ce soir. Voilà, j'essaie aussi de donner un petit peu de temps lié à cette passion au sein d'un aéroclub dans lequel j'évolue quasiment depuis que j'ai commencé à voler il y a une dizaine d'années, puisque je suis administrateur et je m'occupe de certains sujets au sein du bureau et du conseil d'administration depuis. Voilà, parce que c'est un environnement qui me passionne et que j'adore passer du temps entouré de gens qui partagent cette même passion que la mienne. Et c'est aussi là, justement, où j'ai eu la chance de rencontrer Clément, on en parlera un petit peu après, mais qui est cofondateur d'Aérobot. On s'y est rencontrés au sein de cet aéroclub. Et c'est de là qu'est né un petit peu tout ça, cette envie commune d'arriver à développer quelque chose autour de cette passion. Et c'est ce qui nous a amené à cofonder Aérobot il y a quelques années ensemble. D'accord. Écoute, merci pour cette présentation. En plus, elle est pile dans le timing. On sent la préparation. Et évidemment, le chat, vous avez libre cours pour poser vos questions à Emmanuel. Vous avez vu, parcours aéroclub, pilote. Donc, vous pouvez y aller. Posez vos questions, les mettez de côté. C'est pas parce qu'on les aborde pas tout de suite qu'on les oublie. Au contraire, elles sont de côté et on les rappelle au fur et à mesure de notre échange. Alors, Emmanuel, d'où est venue cette passion pour l'aviation? Ça remonte à quand? Ça date de quand tout ça? Alors, j'ai déjà toujours été, on va dire, intéressé, attiré par, je pense comme beaucoup, par ces objets qui sont là-haut et qui volent, alors que pour moi, ça allait toujours contre toute logique. Non, et après, plus sérieusement, j'ai aussi eu l'opportunité dans mon environnement familial. J'avais un papa qui, lui, avait son PPL. Et c'est vrai que même si j'ai pas eu l'occasion de voler avec lui parce que il avait arrêté avant que je sois en âge de pouvoir monter dans un avion, je me suis toujours dit qu'un jour, j'aimerais moi aussi avoir mon PPL et pouvoir faire ce que lui avait eu l'opportunité de faire. Et puis, c'est un sujet que j'avais un petit peu mis de côté. Un jour, un ami à moi qui, lui, n'en avait jamais parlé jusque-là, m'a dit je suis allé m'inscrire dans un aéroclub parce que j'en ai eu envie sur un coup de tête. Et je me suis dit, écoute, si toi tu le fais, alors que c'est quelque chose dont tu ne m'as jamais parlé avant, eh ben c'est parti, je te suis, je fais pareil. Et j'étais en région parisienne à l'époque et j'ai filé à Logne, un aéroclub à l'est de Paris, et j'ai attaqué le lundi suivant avec mes premières sessions de vol. Et tu as commencé par voler sur quelle machine?
DR400, je pense Classique. assez classiquement comme beaucoup, DR400, absolument. Alors Logne, il me semble que c'était un aéroclub un petit peu de star, hein. Il y avait pas mal de VIP qui étaient là-bas. Ouais, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de passages, hein. Je pense que c'était lié aussi à la localisation. Après, c'est vrai que j'y suis allé moi pour des raisons pratiques. Je connaissais pas du tout l'historique, rien du tout à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est un aérodrome pardon, qui est extrêmement fréquenté. C'est d'ailleurs un aérodrome sur lequel on fait pas notre entraînement au début pour tout ce qui est tour de piste parce que c'est pas possible de le faire à cet endroit-là. Ouais. Donc on s'entraîne ailleurs et quand on est à peu près prêt à être lâché, on est rapatrié sur le terrain d'origine pour vérifier que tout est OK dans cette configuration parce qu'il y a un trafic terrible, il y a des contraintes puisque c'est vraiment en limite de zone parisienne. Donc il faut faire attention. D'accord. Il y a déjà des questions qui tombent dans le chat, comme Philémon qui pose cette première. Combien d'avions dans le club que tu gères aujourd'hui? Donc on ne parle pas de Logne, mais celui vers Toulouse, si j'ai bien compris. Et quelle proportion de DR400 dans votre flotte? Ouais, super question. Aujourd'hui, on est entre, je sais plus si c'est 10 ou 11 machines, on va dire. Ouais, on doit être à 11 avec 2 ULM dedans. Et ensuite, la proportion, on a 4 DR400. Donc, on a 220 principalement utilisés pour l'école. Et on a un régent et un major utilisés davantage pour les sorties et les voyages. Et voilà, après, on a du Cessna, du Cirrus. On avait un TB10 qu'on n'a plus, on a de l'avion de construction amateur, Vans RV12, Ah oui. je ne sais pas si ça parle à certains. Oui. On en a un qu'on utilise et on en a un qu'on est en train de finaliser en construction. Ça fait 2 ans que les adhérents sont dessus. Il fait de Et la il va rentrer en voltige, il me service semble, celui-là, un prochainement. petit peu, non? Alors, il n'est pas homologué voltige, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un avion qui par ses capacités aérodynamiques assez fines. Par contre, il y a d'autres avions de la famille Vance qui, eux, sont plus utilisés pour des usages voltige type RV7 ou RV8. D'accord. Et c'était une volonté du club ou des volontés personnelles qui disaient il faut qu'on investisse dans ces machines-là, peut-être pour que ça revienne moins cher ou diversifier l'approche? Ouais, c'est ça. On a eu la chance de pouvoir essayer cette machine parce qu'un de nos adhérents l'avait déjà construite pour lui et il nous a proposé de l'exploiter au travers d'une convention pour l'aéroclub. On a beaucoup aimé la machine et c'est vrai que ça s'est présenté il y a on va dire 3-4 ans quand on a eu la flambée sur les prix du carburant, les heures de vol. Je suis bien placé malheureusement sur ce sujet-là pour savoir qu'on a dû augmenter les coûts. Donc on a cherché des solutions alternatives à ça et c'est vrai qu'un avion performant qui est à la fois qui sollicite beaucoup l'apprenant parce qu'il est fin à piloter et en plus de ça, avec un moteur Rotax, on connaît les coûts en termes de consommation et d'entretien. On s'est dit que ça faisait du sens, clairement, d'essayer de passer là-dessus et de voir ce que ça donnait. On avait aussi étudié la possibilité de passer des DR400 sur ce type de motorisation, mais trop complexe. Donc on est parti sur la construction et ça faisait aussi un très beau projet qu'on a voulu porter dans l'aéroclub. C'était un challenge. Et donc, encore une fois, le chat, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous voyez, on parle de tout. Aujourd'hui, donc, combien d'heures de vol à peu près dans l'aéroclub? Parce que la flotte, elle est quand même importante. Il y a combien de pilotes chez vous? Alors, ça évolue un petit peu. On va dire qu'aujourd'hui, les derniers chiffres, on doit être entre 220 et 240 pilotes. Voilà, et avec des heures de vol qui varient entre... sur les dernières années, entre 2100 et 2400 heures à peu près. Ok. Voilà. Une école de pilotage? Ouais, tout à fait. Ouais. Combien d'instructeurs à peu près? Alors, c'est toujours un grand sujet. On va dire 20 ou 25 personnes sur la liste, 10 qui sont vraiment actifs, on va dire régulièrement, qui sont en mesure de suivre des élèves tout au long de leur progression. Voilà, et une proportion qui est bien de 50% de nos heures qui sont réalisées sur l'activité d'instruction. Ah oui, ok. Ouais. Donc, en fait, tu me vois venir parce que derrière, ça veut dire qu'il y a un pool de développement qui est assez intéressant pour Aérobot. Alors, oui, tu as raison. Mais pour un certain nombre de raisons, on a fait le choix de ne pas pousser, avec Clément et mon autre associé, cette solution au sein de notre aéroclub pour le moment. D'abord, c'est parce qu'on a souhaité fonctionner pendant tout ce temps de développement vraiment à bas niveau de bruit et entre nous, vérifier la fiabilité, la solidité du produit avant de communiquer. Et aussi parce qu'on a voulu
se prêter au jeu, d'essayer de rentrer, d'arriver à pénétrer les aéroclubs par un autre levier qui était celui qu'on aurait pu actionner relativement facilement. Et pour tout dire, aujourd'hui, les personnes qui sont au courant de ce projet au sein de notre aéroclub se comptent sur les doigts de la main. Ah, donc on est des privilégiés alors. On ne fait pas partie de l'aéroclub, mais on est au courant. Ok. Tout à fait. D'accord. Moi, je t'ai découvert aussi par l'intermédiaire de la plateforme LinkedIn, sur laquelle vous êtes assez implanté, on va dire. Hein. Le choix justement de communiquer, il s'est fait principalement sur les réseaux sociaux, ou alors vous envisagez aussi de partir sur, je ne sais pas moi, des magazines un petit peu partout. Il y a des salons sur lesquels aussi on présente ce genre de solutions. C'est quelque chose que vous envisagez ? Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on essaye malgré tout de respecter quand même des étapes. Il y a certains sujets, notamment au niveau de la communication, de l'animation, etc., qui sont des sujets qui sont pas natifs pour nous. Mais c'est vrai que oui, aujourd'hui, on a un accès facilité en termes de communication avec les réseaux sociaux, même si on ne peut évidemment pas faire n'importe quoi, qu'il y a des codes à respecter. C'est malgré tout un relevier qui est assez facilement actionnable. Donc c'est logiquement une des raisons pour lesquelles on a avancé là-dessus en priorité. Mais il y a beaucoup de choses qui sont dans le pipe aujourd'hui. On a eu des contacts en direct avec les présidents d'aéroclubs. On a des sessions de présentation prochainement qui seront organisées. On a plusieurs dossiers de presse et articles qui sont en cours de rédaction, dans différentes structures et qui sortiront au cours des prochains mois et des prochaines semaines. Et bien sûr, il y a aussi après la possibilité de venir se présenter sur un salon pour vraiment là, aller au contact des gens, de ceux qui pourraient être les futurs utilisateurs d'Aérobot. Donc oui, c'est bien sûr quelque chose qu'on envisage, mais qu'on est aussi contraint de gérer en parallèle d'activités qu'on mène par ailleurs, puisque que ce soit moi, Clément ou Benoît, Clément, Benoît ou moi, on n'est aujourd'hui pas impliqué à 100% sur cette activité. On a une activité tous en parallèle. Donc voilà, il faut arriver à prioriser et à avancer les pions les uns après les autres dans le bon ordre. Merci beaucoup Philémon qui vient de poster donc le site aero-bot.fr. Vous avez le lien dans le chat, vous pouvez aller vous renseigner, vous verrez tout un tas de choses là-dessus. Mais vous inquiétez pas, tout à l'heure on va découvrir ensemble un petit peu l'interface avec tout ce qui va bien. On va vous présenter tout ça avec Emmanuel. Donc j'ai bien compris, vous avez un métier à côté, tous. Comment vous avez eu cette impulsion de dire, bah tiens, peut-être qu'il manque quelque chose, peut-être que ce qui se fait correspond pas forcément à ce qu'on attend, peut-être que c'est trop compliqué. C'est quoi qui a, on va dire, cristallisé la création du problème, hein? Enfin, du projet plutôt, pas du problème. Du projet, ouais, je comprends. Alors déjà de façon extrêmement pragmatique, il y avait une volonté avec Clément déjà depuis un moment d'entreprendre autour de ce sujet aéronautique qui vraiment nous dévore en termes de passion, mais évidemment c'est pas suffisant pour se lancer sur un projet. C'est bien d'identifier une appétence pour quelque chose. Après il faut évidemment trouver un cas d'usage. Nous on est parti vraiment on s'est un petit peu posé la question de à quoi a-t-on eu accès? Qu'est-ce qu'on aurait aimé avoir de différent à l'époque où on était à la place des gens avec lesquels on aimerait arriver à travailler aujourd'hui? Et on s'est posé cette question, quel type d'outils pourrait permettre de moderniser l'apprentissage, d'aider sur la formation? Donc ça a aiguillé des premières pistes de réflexion, mais surtout on est parti en fait de constats en fait au sein de nos aéroclubs. Clément est lui aussi très impliqué, il est aussi administrateur dans l'aéroclub. C'est vrai qu'on y passe beaucoup de temps. Lui, il est depuis bien plus longtemps que moi impliqué. Comme je le disais, ça fait une dizaine d'années. Lui, il a grandi là-dedans. Il est pilote non seulement d'avion, mais aussi pilote d'hélicoptère Tigre, chef de patrouille dans l'armée. Donc, il baigne vraiment dans cet environnement. Et c'est vrai qu'on a fait un constat au sein des aéroclubs, et peut-être que tu le partages, je pense qu'un certain nombre de personnes le partagent aussi, c'est que ce qu'on observait il y a une vingtaine d'années dans un aéroclub, c'est plus comme ça que ça se passe aujourd'hui. Quand on avait l'occasion d'aller dans un aéroclub, il y avait toujours énormément de personnes au sein de ces structures, et c'est vrai qu'on était toujours entouré de personnes qui parlaient d'aéro constamment. On avait une sorte d'apprentissage qui se faisait quelque part un peu par osmose, et aujourd'hui c'est plus le cas. On passe beaucoup moins de temps dans les aéroclubs. On a un type de
de profil dans les aéroclubs qui est très différent, qui fonctionne beaucoup plus sur des critères d'immédiateté, avec un temps qui est très limité. C'est une activité qui certes est chronophage, mais aujourd'hui l'adhérent, il réserve sur son téléphone, il arrive un quart d'heure avant le début de son bloc, il part dès que le briefing est fini parce qu'il retourne à sa vie, il retourne suivre ses cours, à son travail, s'occuper de sa famille. Et c'est vrai que tout ça, pour nous, ça nécessitait en fait d'amener une solution qui permettait de répondre vraiment à ce besoin en fait d'immédiateté. C'était un des premiers des sujets. Et le second aussi, qui vraiment a cristallisé une partie de nos efforts, a aussi été de trouver une solution pour sortir un petit peu d'un fonctionnement qu'on observe maintenant depuis quelques années, qui est vraiment... le terme qu'on peut utiliser, c'est du bachotage, mais c'est vrai qu'on trouve qu'il y a beaucoup de bachotage au travers de ce mode d'apprentissage, alors qui est en partie imposé par le fait que les examens soient réalisés sous forme de QCM. Mais voilà, c'est vrai qu'on favorise beaucoup les résultats à court terme, l'apprentissage à très court terme, le résultat souvent à la défaveur d'un apprentissage un petit peu plus profond, de connaissances qui sont ancrées chez le pilote. Et c'est ça qui nous a amené à essayer de trouver une solution qui permette à la fois de répondre aux besoins et à cette nouvelle typologie d'élèves dans les aéroclubs, et quand même d'arriver à remettre un apprentissage un petit peu plus profond au cœur des pratiques et des process. Alors justement, sur le contenu, comment est-ce que vous allez faire ? Je vais mettre la casquette d'instructeur un peu et dire, voilà, ce que vous proposez, c'est aussi une solution dans laquelle il y a des QCM. Donc est-ce qu'on n'est pas soumis par cette solution-là aussi aux mêmes problématiques, c'est-à-dire que les gens enchaînent les questions jusqu'à toutes les manger dans la base de données et quelque part prennent le réflexe en disant « Ah bah tiens, cette question qui commence par tel mot, la réponse c'est ça ». Donc faire le lien sans forcément aller chercher plus loin. Comment est-ce quand on est développeur d'une solution comme ça, on se dit comment je vais faire en sorte que l'élève ne tombe pas dans le bachotage ? Ouais, très bonne question. Et elle est très juste. Il est vrai que, vous verrez tout à l'heure sur la solution, si on veut en effet aller se concentrer sur la fonction QCM et ne pas regarder ce qu'il y a autour, on peut enchaîner des milliers de questions et faire au final ce même mode d'apprentissage et ce qu'on peut faire sur d'autres plateformes aujourd'hui. Ce qui était important pour nous, c'était d'apporter de l'interaction et de faire en sorte que l'utilisateur il soit actif dans l'apprentissage. Comment est-ce que ça va se concrétiser au travers de plusieurs fonctionnalités, on va dire, majeures dans l'application. La première déjà était de pouvoir rendre disponible un instructeur 24 heures sur 24. Ouais. Qu'est-ce que ça a comme gros avantage ? C'est qu'à n'importe quel moment, quand se pose la question, quand on est bloqué sur un sujet, on va pouvoir interroger notre instructeur et avoir une réponse dans les mêmes conditions que si on était dans notre aéroclub. Bien souvent, si aujourd'hui les élèves bachotent beaucoup, comme tu le disais, c'est parce que quand on est seul, quand il n'y a pas forcément de disponibilité, mais pour tout un tas de raisons qui sont très valables évidemment du côté des structures et des écoles de pilotage, quand on est un petit peu perdu face à tout ça, qu'est-ce qu'on a tendance à faire ? On a tendance à cliquer parce qu'on ne sait pas vraiment comment s'orienter, on ne sait pas comment structurer ses révisions, son apprentissage. Et par défaut, on se dit que si on couvre toutes les questions, on finira bien par avoir juste et avoir un bon score à son examen. Donc, une des premières solutions est de pouvoir échanger en continu, poser toutes les questions qu'on a, avoir des explications avec une méthode pédagogique, on le verra tout à l'heure, avoir des retours qui sont enrichis de rapports, qui sont enrichis de médias aussi pour favoriser cet apprentissage un petit peu plus profond. Et quand bien même on voudrait passer beaucoup de temps sur la fonction des QCM, on verra tout à l'heure que on a la possibilité, en fait, dès lors qu'on travaille sur un mode QCM avec Aérobot, de systématiquement interroger l'instructeur en direct, notre instructeur Aérobot, sur l'explication, le pourquoi du comment de cette question. Qu'on ait répondu correctement, mais sans trop savoir pourquoi, ou qu'on ait répondu complètement à côté de la plaque, on va sur chaque question pouvoir dire « Ok, j'appelle mon Aérobot », et là, il va nous dire « Ok, tu es sur cette question, je vois que c'est pas bon, que tu n'as pas compris ça, qu'est-ce qui va pas ? Est-ce que tu n'as pas compris la question ? Est-ce que c'est au niveau du calcul que c'est pas clair ? Est-ce que tu veux qu'on reprenne et qu'on redéroule ce calcul ensemble ? Et on va s'assurer que chaque question, avant qu'elle soit fermée et qu'on passe à la suivante, l'apprentissage, il a été assimilé. On a une connaissance vraiment qui va être ancrée dans l'esprit de l'élève et qui va pouvoir passer sereinement à la suite. D'accord. Alors, qu'on soit d'accord, cet instructeur, c'est quoi ? C'est une IA ? C'est une base de données qui répond de manière interactive sur des mots-clés ?
c'est pas une vraie personne qui est derrière H24 et puis qui est derrière son clavier, qu'on a embauché là ou là. Ça marche comment? Ouais, tu as raison, c'est évidemment pas une vraie personne, hein. On n'est pas en mesure de faire ça et c'est pas le but. Comment ça fonctionne? Déjà, d'où c'est parti cette idée de mettre une IA, puisque tu l'as dit, c'est bien une IA qui est derrière. On a mené, il y a un peu plus d'un an et demi, un sondage auprès de plusieurs milliers de personnes pour comprendre comment elle fonctionnait, quelles étaient les difficultés qui étaient rencontrées, si tu veux, pendant une formation théorique. Et à la question, une des questions principales qu'on a posées, qui était en cas de difficulté face à une question théorique, comment est-ce que vous vous comportez? Quel est votre premier réflexe? On a eu comme réponse, et loin devant, la recherche sur Internet. Ouais. Suivi par je demande à un copain. Ce qu'il y a, c'est que le copain, souvent, il est dans la même phase d'apprentissage, donc il n'est pas forcément mieux placé pour nous aider là-dessus. Et seulement en troisième position, on a eu comme réponse je demande à un instructeur. Et en quatrième position, pour aller jusqu'au bout, c'était je me renseigne dans la littérature et les ouvrages. Donc, il y a aujourd'hui une immédiateté face à laquelle on ne peut pas fermer les yeux. Ouais. On est face à un besoin, on veut une réponse de suite. Donc, le réflexe, c'est je vais sur Internet. Et depuis 2 ans, ce mode de fonctionnement, je vais sur Internet, il a un petit peu dérivé plutôt, je vais vers ChatGPT, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on requête de l'information et c'est comme ça qu'on veut nos réponses. Donc, et il n'est pas forcément prévu pour, il faut le dire. Hein. La version. C'est absolument raison. Se méfier, absolument, c'est le point sur lequel je viens maintenant. Les IA génériques, il faut s'en méfier, surtout sur ce type de sujet. On a évidemment fait beaucoup de tests là-dessus, on pourra en parler par la suite. ChatGPT, ça peut te donner de temps en temps des réponses qui sont chouettes, qui sont super. Encore que je ne parle pas de méthode pédagogique, je vais parler de restitution et de justesse. Parfois, les réponses sont pas bonnes. C'est un outil qui hallucine beaucoup. Et ce qui est extrêmement dangereux, notamment quand on a un public qui est en début de formation, en phase d'apprentissage, c'est qu'il n'a pas le recul pour juger la qualité de la réponse. Donc, quand vous avez une réponse fausse qui est dispensée avec un aplomb assez incroyable par moment, eh bien, ça peut vite être pris pour acquis par l'apprenant. C'est ça. Donc, voilà. C'est vrai que ChatGPT est très fort là-dessus. C'est-à-dire qu'il argumente une réponse, mais on donnerait le bon Dieu sans confession. Hein. Ouais, absolument. Donc avec parfois des articles, enfin des justifications réglementaires qui font pas du tout partie du corpus. Enfin voilà. Donc c'est un usage qui aujourd'hui qui est quand même un petit peu dangereux, qui est pas encadré. Le risque quand on utilise une IA, c'est qu'il n'y ait pas de cadre justement. Donc nous, ce qu'on a fait justement pour prendre on va dire le contre-pied de tout ça, c'est vraiment de se dire, ok, la solution de l'IA, elle semble être la bonne parce qu'elle permet de répondre justement à ces contraintes d'immédiateté, de disponibilité, mais pour autant, il faut mener un travail qui est vraiment différent. On a nous mené un travail vraiment approfondi en réécrivant l'intégralité du contenu des learning objectives du programme de l'EASA qu'on a disséqué sous forme de fragments ou de chunks, hein, comme on dit dans ce milieu-là. Et on a 2 personnes qui, pendant 1 an, ont totalement réécrit et restructuré pour qualifier l'ensemble du contenu pédagogique. Et est-ce que c'est ce qu'on peut appeler le learning machine? Ça colle à ça ou pas tout à fait? Alors, pas tout à fait. Tout ce qui est learning machine, deep learning, c'est plus la technologie d'entraînement. C'est le moment où on a pu, dans un logiciel ou autre, les confronter à un très large volume de données pour que massivement ils apprennent et qu'ils soient en mesure de deviner la bonne prochaine réponse, puisque c'est ça le fonctionnement d'une intelligence artificielle. Elle n'a rien d'intelligente dans le fond. Donc voilà. Et une des différences majeures, c'est du coup que notre IA ne raisonne et ne peut fournir de réponse que basée sur ce corpus documentaire et aucunement aller chercher une quelconque information sur Internet ou se faire un avis. Ouais. Donc non seulement le contenu il est certifié, il est validé, mais en plus de ça, dans chacun de ces fragments de connaissances, de ces chunks dont on a parlé, on a les personnes qui derrière œuvraient à la rédaction, qui ont pu insuffler en fait vraiment une intention pédagogique, une méthode pédagogique. Et c'est ce qu'on verra tout à l'heure dans les restitutions. D'accord. Oui, Lolo qui dit l'IA, ce sont des statistiques pures et dures. Hein. Ce n'est pas effectivement une manière de réfléchir qui est derrière. Et il précise aussi, c'est une chose qui fait peur quand tu parlais tout à l'heure d'immédiateté. J'arrive 15 minutes avant et je pars. Effectivement, il n'y a plus cet engagement dans les clubs tel qu'il existait, j'allais dire à mon époque. Bon, c'est les cheveux blancs ça.
Et c'est vrai, et c'est aussi aux grandes dames des clubs qui disent qu'il y a moins en moins de bénévoles, il y a moins en moins d'instructeurs bénévoles qui sont sur place. Bref, ça pose un petit peu problème. Et cette question aussi de 0K, puisqu'on a parlé un petit peu de construction de cette solution, on a parlé d'IA, mais quelle technologie vous avez utilisée justement pour combler ce problème d'instructeurs bénévoles et développer cette solution? Alors là, déjà, le constat que tu as fait avant, il est très très juste. Quand vous parlez de technologie, on parle quoi? Vraiment les technos derrière la plateforme? Ouais, je pense, oui. C'est ça la question? À mon avis, c'est ça, parce qu'en plus, il est assez branché techno, donc je pense que ça doit être ça. Il va nous confirmer, mais oui, c'est ça. Ouais, ok. Alors grosso modo, le fonctionnement, sans rentrer dans les détails, qu'est-ce qu'il est? On a, comme vous l'avez vu, un ensemble documentaire qui a été créé. Pas de secret là-dessus. On fonctionne avec un RAG. Un RAG, c'est une base de connaissances dédiée dans laquelle on peut déverser les connaissances qu'on souhaite, dans lequel on peut entraîner nos différents modèles. Et ensuite, comment est-ce qu'on a fonctionné? On a choisi en fonction des différents modules du PPL les LLM, les langages qui, de par les capacités qu'ils présentent aujourd'hui, sont les plus adaptés pour répondre sur ces différents sujets. Typiquement, pour un module où on va avoir davantage de calcul ou pour de la navigation, on va pas forcément utiliser le même langage que pour aller faire de la réglementation aérienne, par exemple. Et donc, l'idée, c'est qu'on a tout un ensemble d'agents, on va dire, orchestrés qui, en fonction des sujets sur lesquels on se positionne, vont prendre le relais pour apporter la meilleure réponse à nos apprenants. D'accord. Ok, c'est à peu près clair et 0K, je pense que ça répond un petit peu à ta question. Restez avec nous, ceux qui viennent d'arriver, puisqu'on va découvrir tout à l'heure la solution avec les captures d'écran. Normalement, ça doit fonctionner. On va voir un petit peu comment tout cela est architecturé. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez y aller, ou des remarques, parce que vous avez peut-être d'ailleurs toutes et tous qui êtes là, qui sont connectés. Peut-être que vous avez des expériences sur diverses plateformes ou sur d'autres solutions qui peuvent exister, des bouquins. Comment est-ce que vous avez travaillé de votre côté pour préparer votre théorique? Ça nous intéresse aussi de le savoir. Donc dites-nous dans le chat comment est-ce que vous avez fait. Bouquin, QCM, instructeur, peut-être cours à l'aéroclub. Quelle est la proportion? N'hésitez pas à nous le dire. Et puis donc Emmanuel, donc vous avez dit vous étiez 3, vous lancez tout ça. Est-ce que vous prévoyez maintenant d'étendre les choses? On a parlé tout à l'heure de communication avec la Fédé, mais est-ce que vous allez monter en puissance, peut-être proposer, je dis ça au hasard, mais pourquoi pas un PPL-H avec la partie hélico? Comment est-ce que vous voyez le développement de la suite? Ouais, alors comme tu l'as dit, on est 3 vraiment sur la partie création, mais aujourd'hui, si on prend les personnes, l'aide sur la communication, le développement, enfin tous les sujets, c'est une petite quinzaine de personnes qui travaillent sur le projet maintenant quand même sur ces derniers mois. Donc forcément tout ça on le fait aussi parce qu'on a des ambitions déjà sur le produit qu'on a commencé à commercialiser et aussi sur la suite. Sans grand secret, la roadmap qu'on a définie nous en interne, elle est la suivante. Elle est évidemment déjà de consolider ce qu'on a produit et de continuer d'être dans un process d'amélioration continue pour que la solution soit toujours plus performante. On a vraiment des fonctionnalités techniques qui sont en fin de développement, qui vont être derrière intégrées à la plateforme. Aujourd'hui, on est donc sur le PPL et le l'Apple Avion en France. On souhaite on souhaite prochainement s'élargir sur la partie planeur et sur la partie ULM, pardon. Et ensuite se posera la question évidemment de grossir et de monter d'un niveau en proposant la solution au niveau européen, puisqu'on a cette chance-là de par le fonctionnement réglementaire de pouvoir le faire. Donc ça fait partie de notre roadmap, on va dire, pour la partie privée. Et puis on travaille déjà, pour être tout à fait transparent, sur le marché, le marché professionnel avec la TPL qui est quelque chose qu'on vise, mais qui
pour le coup, voilà, nous oblige à faire face à un certain nombre de contraintes. C'est très différent dans l'approche, tout simplement de par la maîtrise du contenu pédagogique. C'est-à-dire que pour intégrer et faire tourner tout ça dans nos logiciels, on doit être propriétaire de notre contenu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a 2 personnes qui ont tout réécrit pour la partie PPL. Il serait très compliqué aujourd'hui d'effectuer le même travail vu la taille du programme de la TPL. Donc, ça nécessitera forcément de prolonger des discussions qu'on a déjà pu avoir pour éventuellement avancer avec d'autres acteurs qui, eux, trouveraient un intérêt complémentaire à se positionner avec nous. Et qui changent aussi souvent. Parce que c'est vrai qu'au niveau ATPL, il y a beaucoup de contenu, des learnings objectives qui changent régulièrement. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Oui, parce que Lolo Radar est suisse. Donc, il demandait si c'était disponible aussi pour la France ou l'international. Tu as répondu à la question. C'est parfait. Super. Il y a de gros concurrents, j'ai envie de dire. On les connaît, hein. Il y a des écoles qui travaillent avec. Tu parlais de la TPL théorique. Des concurrents majeurs hein, qui sont sur plusieurs pays. Est-ce que tu penses que votre solution, en fait, elle est unique par l'IA qui est proposée, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres personnes qui travaillent là-dessus? Il y a peut-être d'autres personnes qui travaillent là-dessus. On a déjà échangé avec quelques écoles, nous, sur la partie ATPL, hein, même si on n'a rien lancé pour le moment. C'est un sujet qu'on a quand même voulu un petit peu intégrer pour lancer la réflexion chez nous. Pour le moment, l'accueil qu'on en a eu, en tout cas sur les quelques contacts et discussions qu'on a eus, ça a été un accueil très favorable et plutôt un discours qui s'est voulu aller dans le bon sens pour nous, c'est-à-dire pas forcément une confrontation ou l'envie d'aller se positionner sur une solution telle que la nôtre, mais plutôt se dire si en effet une structure comme la vôtre sait faire et que ça fonctionne bien, pourquoi est-ce que ce ne serait pas une solution qu'on intégrerait soit en marque propre chez nous pour la mettre à disposition des gens qu'on a dans notre école de pilotage. Donc voilà, il y a une concurrence, oui. Est-ce que d'autres travaillent dessus? C'est très probable. Est-ce qu'on sera suffisamment différenciant? Je pense qu'on le saura quand on tentera d'avancer là-dessus. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes d'IA, ça n'a probablement rien à voir avec ce qu'on sera en mesure de faire peut-être dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans quand on avancera. Donc je pense qu'il faut y aller étape par étape. Et malgré tout, c'est un marché qui est important. On a un doublement de la flotte des avions sur les 20 prochaines années. On a 600 000 pilotes à former entre 2020 et 2040. Donc je pense qu'il y a de la place pour un certain nombre d'acteurs dès lors que la solution, elle, est pertinente et qu'elle répond à un vrai besoin. D'accord. En parlant justement de la solution, de la pertinence de la solution, je te propose peut-être qu'on la découvre ensemble. Allez, on va essayer de partager un petit peu. Normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Alors, écoute, je te laisse la main. Et est-ce que tu peux nous présenter, ou en tout cas au chat qui est là, essayer de les intéresser, leur dire voilà ce qu'on vous propose aujourd'hui, si vous voulez passer le théorique. Absolument. C'est moi une toute petite seconde pour arriver. Hop. Puisque là, tu es sur la capture d'écran. Ouais. J'en profite pour dire, évidemment, si vous avez des questions à poser pendant la présentation des manuels, mettez dans le chat. Hein. Moi, je veille au grain, je mets les questions de côté et on essaiera de répondre au maximum de questions qui sont posées, bien sûr. Hein. Faites-vous plaisir, hein. On est là pour ça, pour l'échange. Hein. C'est même le but de la zone aéro, c'est de pouvoir échanger tous ensemble et de répondre aux questions. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Hein. Ok, je pense que c'est bon de mon côté, Sébastien. Est-ce que vous arrivez à voir la page qui défile? Ouais, okay, sans problème. Hein. Allez, c'est super. Bon, je vais vous présenter du coup la plateforme. Là, on est connecté sur le compte de Clément parce que c'était un compte dans lequel il y avait un petit peu de données. On trouvait ça un petit peu plus sympa de vous le présenter, pas sur une page vierge comme vous y arriveriez lors d'une première connexion, mais plutôt déjà avec un certain nombre de données. Quand on se connecte, on arrive donc sur une page tableau de bord qui va déjà réunir un certain nombre d'informations. On va retrouver en premier lieu ici quelque chose qu'on appelle nous la connaissance aérobot du jour. C'est un fait marquant, important, intéressant dans l'apprentissage de chacun qui va être renouvelé régulièrement au cours de la journée de façon à ce qu'il y ait toujours des petites informations qui circulent à cet endroit-là. Une première zone d'accueil. Vous allez retrouver sur la droite une partie statistique qui va, selon des règles que l'on a nous définies, indiquer un cursus de progression qui va nous aider
à nous focaliser sur les points sur lesquels il faut travailler, et puis une partie un petit peu plus statistique qui elle est liée typiquement à du QCM. On y reviendra par la suite. Ce qui est important à préciser, c'est qu'on va pouvoir faire appel à deux agents différents. On va avoir notre instructeur sur lequel je vais revenir par la suite, et on va aussi avoir ici, comme vous pouvez le voir, un espace qui est dédié à AeroCoach, qui est vraiment un outil qui lui est là pour organiser, structurer et conseiller sur l'organisation de l'apprentissage. Il sera en mesure, en fonction de la progression, de vous dire, bon, là, tu as fait 10 erreurs sur la météo pendant les 2 dernières semaines, il faut qu'on se concentre là-dessus, je te recommande de faire un rythme de 15 questions par jour pour aller là-dessus, et tant qu'on n'est pas à tel score en termes de réussite, on va rester focus là-dessus. Évidemment, il se mettra à jour tout au long de votre apprentissage. Donc là, c'est tout pour cette première page, une vision assez synthétique de différentes informations. Et on va ensuite aller étudier la partie qui est à gauche. Alors, on parlait tout à l'heure, souvenez-vous de... Hop, je mets une question ici. On parlait à une petite reconnexion à faire. On est tout bon. Hop, et je vais ouvrir une nouvelle conversation. Donc ici, on est vraiment sur la page Mon instructeur. La page Mon instructeur, qu'est-ce que c'est? Hop, c'est vraiment l'endroit où on va pouvoir converser avec Aérobot pour lui poser toutes les questions qu'on a en tête. Donc, vous reconnaissez une page un petit peu comme un fonctionnement qu'on aurait dans un chat GPT ou autre, avec des channels, des conversations sur la gauche, ce qui nous permet éventuellement d'isoler en fonction des matières, par exemple. Et puis ici, la possibilité de converser avec lui. On va pouvoir aller sur... des questions de tout type. Je vous propose d'en taper une. Que faire en cas de panne en montée initiale, par exemple? Et on va du coup interroger Aérobot qui, lui, va nous fournir une réponse qui sera structurée, comme on le disait tout à l'heure, selon la méthode pédagogique qu'on a enseignée en fait, dans toutes ces chunks de connaissances préparées en amont. Ça fonctionne toujours pour tout le monde? Oui. Alors, je ne sais pas si le chat, vous allez me dire, est-ce qu'on peut bien lire ou pas? Parce que c'est vrai, comme c'est une capture globale, je ne suis pas certain qu'on arrive à lire exactement ce qui est marqué, comme c'est des paragraphes de texte. Ok. Pour ceux éventuellement qui ne pourraient pas tout à fait lire, on a posé une question, que faire en cas de panne montée initiale? Là, on a une réponse avec de l'instructeur. En cas de panne montée initiale, il faut réagir immédiatement. Des instructions assez claires. Alors peut-être que je ne rentre pas dans les détails. Garde le contrôle. Ne tente jamais de faire un demi-tour. La hauteur est souvent trop faible pour faire un virage à 180 degrés. Donc vraiment des consignes et des conseils. Applique une checklist, priorité au contrôle à l'atterrissage. Après l'atterrissage forcé, voilà ce que tu dois faire. Des points essentiels qui sont à retenir pour la montée initiale. Et là, on est typiquement dans le cas où, de façon à vraiment ancrer cette règle de qu'est-ce qu'on doit faire en cas de panne en montée initiale, on renvoie en fait l'apprenant vers une étude du BEA. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on a du contenu concret externe qu'on peut mettre à disposition, on considère que ça permet vraiment d'ancrer profondément l'apprentissage. Sur ce sujet en particulier, c'est vrai que quand on a une panne qui se manifeste à ce moment-là, la théorie c'est tout droit, quoi qu'il arrive, alors que dans la tête, le premier truc qu'on se dit, c'est je fais demi-tour à tout prix. Ouais. Et c'est vrai qu'on a beau le répéter, parfois c'est dur de l'assimiler. Mais quand on se retrouve face typiquement à l'étude de BEA, alors qu'on peut ouvrir ici en cliquant, c'est vrai que quand on a des informations qui sont chiffrées, avec des retours d'expérience, avec des statistiques aussi qui sont ce qu'ils sont, voilà, ça permet d'être beaucoup plus concret dans l'apprentissage. Est-ce que je peux peut-être poser d'autres questions? On va demander au chat. Est-ce que vous avez une question à poser à Aérobot? Voilà. Faites-vous plaisir. Allez, le premier qui pose sa question, une question, celle que vous voulez, d'un contenu aéronautique, à Aérobot, on la pose en direct et puis on vous donne la réponse. Voilà, petite expérience. Et on salue Vince qui vient d'arriver. Voilà, Lolo Radar qui propose. Il dit, c'est quoi une classe Charlie? Voilà, on va proposer la question Aérobot. Hop. Alors, c'est quoi une classe Charlie? Il réfléchit. Voilà. Vous avez vu, hein, il va plus vite que moi pour trouver dans les bouquins. Alors, ouais, je pense que c'est un petit peu flou.
Bon, je pense qu'on va Ouais. résumer un petit peu la réponse. Ok. Grosso modo, donc ce qu'il nous dit, c'est que pour faire simple, l'espace aérien de classe Charlie C, c'est un type d'espace contrôlé avec certains services, des règles de séparation, etc. Voici une explication détaillée basée sur la réglementation. La classe C est un espace contrôlé qui assure la séparation entre IFR, VFR, etc. Les services qui sont fournis sont aussi récapitulés à cet endroit-là. On a des informations sur la limite de vitesse, la radio est-elle obligatoire oui ou non, quel type de communication, est-ce qu'une clairance ATC est obligatoire avant d'entrer et de changer d'altitude ou de cap. Un exemple concret, et on a aussi en dessous un résumé sous forme de tableau de cette classe-là avec les différentes caractéristiques qu'on a vues, le vol, la séparation, l'info de trafic, le service qui est fourni, la radio obligatoire et la clairance. Et enfin, toujours à la fin, un petit récapitulatif, une petite notion à retenir, où il nous dit, dans une classe Charlie, tu seras toujours sous contrôle, obligé d'avoir la radio et tu devras suivre les instructions de contrôle pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic. Et très souvent, il invite à aller plus loin en disant, dis-moi si tu veux des exemples concrets ou si tu veux voir comment se passe l'entrée dans un tel espace en VFR. Voilà. Est-ce que Lolo, ça répond à ta question? Est-ce que ça colle? Ou en tout cas, est-ce que la réponse qu'a fait Aérobot te conviendrait si toi, tu étais apprenant devant l'application? Est-ce que ça te parlerait? Ou est-ce que tu restes un petit peu sur la fin? On prend tout, hein. Vous pouvez nous dire. N'hésitez Bien pas. sûr. Ça semble OK, je pense. Voilà. Oui, il a mis le petit smiley, donc ça doit être ça. OK. Ok. Donc là, on a découvert notre assistant instructeur, quelque part. Ouais, tout à fait. Et on a, je ne sais pas si vous voulez éventuellement aller sur une question, on a aussi, lorsque c'est nécessaire et lorsque ce sont des choses qu'on a nous préparées en amont, puisque nous avons nos cours qui ont été finalisés, on est en fin de phase d'illustration, on a aussi notre aérobot qui est capable de restituer et de diffuser des médias, en fait, de façon à favoriser l'apprentissage. Ouais. Je vous donne un dernier exemple. Par exemple, si on lui dit explique-moi. Juste Ouais, une petite dis-moi, question Sébastien. intermédiaire. Est-ce que tu as essayé de poser les mêmes questions à Aérobot et à ChatGPT et comparer les réponses? Ah, alors absolument. C'est une étude qu'on s'est amusé, façon de parler, à faire pendant nos phases de test, hein, puisque notre protocole de test, il a été assez strict. Hein, ça a été plus de 30 000 questions qui ont été soumises à Aérobot pour valider en fait la justesse, la conformité des informations. Et on peut même vous donner des retours sur les résultats des différentes IA. Un ChatGPT en version gratuite, c'est à peu près 80% de bonnes réponses. Par bonne, on entend juste et pas forcément expliqué correctement. Donc ça laisse quand même 20% de réponses qui sont complètement, on va dire, erronées et encore une fois présentées avec beaucoup d'aplomb. Donc voilà, on a au-delà du pourcentage la méthodologie aussi qui n'est pas du tout la même dans la réponse qui est amenée. Et vous pourrez vous amuser à poser ce type de questions à ChatGPT et à voir que la structure de la réponse est très très différente et beaucoup moins qualitative. D'accord. Ok. Bon, ça répond à la question de Vince qui demandait si c'était mieux de ChatGPT ou pas. Voilà, on avait déjà répondu tout à l'heure et ça répond encore à ce qu'on disait. Donc, la question que tu voulais lui poser à notre instructeur virtuel. Explique-moi le phénomène de tout ce qui est de turbulence de sillage. Ouais. Parce que je sais que là-dessus, il y a une petite faute, c'est pas trop grave, il est capable de faire avec ça. Voilà, il va vite. Hein. Ouais, il va assez vite. Donc on a une explication simple sur le phénomène, un développement un peu plus détaillé, puisque c'est quand même quelque chose d'important. Définition, origine, le facteur d'intensité, la persistance, le déplacement, les risques, les recommandations de sécurité. Et on a nos médias en fait créés qui permet, au travers de cette ressource visuelle, de venir illustrer en fait ce concept-là. Et on va même un petit peu plus loin, puisque là-dessus, on a aussi du coup notre aérobot qui nous propose, pour prendre un peu mieux conscience du danger, une vidéo amateur sur une perte de contrôle en DR400, en turbulence de sillage, et aussi un rapport du BEA qui lui aussi est sous forme de vidéo sur une turbulence générée par les hélicoptères. Donc on a vraiment une réponse complète. D'accord. Et il y a Lolo Radar qui vient de faire l'expérience en posant la question à ChatGPT, qui lui a répondu que c'était une catégorie d'adresse IP dans un système, donc voilà, plutôt sur du réseau et non pas sur de l'aviation.
Donc voilà. Ok. Après, peut-être aussi qu'il réagit à la manière dont toi, Lolo, tu poses des questions d'habitude. Si peut-être c'est plus orienté informatique, ce que tu poses comme question, il te répond peut-être plus informatique. Il faut voir aussi le contexte. À voir. Oui, c'est ça. Oui, il y aurait peut-être une réponse un petit peu proche. On avait dit, dans un contexte d'aviation, qu'est-ce qu'une classe Charlie? Voilà, c'est vrai que la façon dont on pose la question impacte bien évidemment la réponse. Ouais. Donc il y a les petits schémas qui vont bien pour comprendre un petit peu comment ça marche. Ouais, tout à fait. Je continue à avancer. Donc on a vu cette fonction instructeur qui est vraiment une des fonctions principales puisqu'on peut interroger 24 heures sur 24 notre instructeur. Je bascule maintenant sur la partie QCM. On va avoir l'occasion de les manipuler tout à l'heure au cours de ce petit quiz. Assez classique dans l'organisation, c'est-à-dire que là on va pouvoir choisir un module, on va retrouver évidemment les différents modules qui constituent le BPL, et on va pouvoir se positionner soit en mode entraînement, soit en mode examen. Le mode entraînement nous permet de réaliser autant de questions qu'on le souhaite, d'avoir les explications. Le mode examen, vous le comprenez, il est vraiment pour se mettre dans la posture du jour où on va passer examen avec un temps limité, un compte à rebours et un nombre de questions qui correspond à ce qu'on aura en conditions réelles. Ouais. Ce qui est intéressant là-dessus et qui change catégoriquement d'un fonctionnement QCM assez classique, c'est que à la fois, pendant que je réponds et que je fais ma série de QCM pour m'entraîner, que par la suite, quand je reviendrai dessus, je peux, en cas de bonne ou mauvaise réponse, comme je disais tout à l'heure, systématiquement appeler Aérobot, sans revenir dans la page instructeur. Donc je vais pouvoir l'interroger, je vais avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Et lui va me dire, écoute Clément, je vois que tu travailles sur la question la tramontane est d'un vent qui souffle de secteur. Tu as répondu nord-est entre Genève et Marseille. Qu'est-ce qui te pose difficulté sur cette question? Est-ce que c'est l'orientation du vent ou est-ce que c'est la location géographique précise de la tramontane? Bon, peu importe, et l'idée c'est qu'à partir de là, on peut lui dire je comprends rien du tout à la question, ou bien explique-moi comment on calcule. Voilà, on va pouvoir sur toutes les questions l'appeler pour avoir systématiquement une explication, rentrer dans le détail, éventuellement avoir des médias si ça permet d'illustrer, de façon à ce que à chaque fois qu'on clique sur suivant, on soit bien certain d'avoir intégré correctement l'information. D'accord. Là, typiquement, on est sur une partie un petit peu calcul. C'est assez intéressant d'utiliser un Aérobot là-dessus. On peut lui dire typiquement, explique-moi le calcul en détail. Et comme ça, il va, voilà, comme vous l'avez bien compris, venir nous dire comment on calcule ça, étape par étape. Ok, on repère le groupe qui est concerné, la signification du format. Je ne sais pas si c'est très net pour les personnes qui essayent de lire. Ouais, c'est pas évident. Je pense que tout à l'heure, d'ailleurs, on essaiera peut-être de le mettre en plein écran pour qu'on puisse voir les questions du quiz. Mais là, au moins, de toute façon, on voit les choses qui s'affichent avec les titres en gras. Voilà. On arrive à peu près à lire les titres en gras. C'est qu'il nous déroule une méthode pédagogique claire pour nous expliquer comment est-ce qu'on fait ce calcul et comment on arrive à la bonne réponse en bas. Ouais. Ok. Hop, je bascule ici, je vais faire terminer la session. Hop, ça va nous ramener du coup ici sur les différentes sessions qu'on a réalisées. Alors là, il y en a un petit peu plus évidemment puisque c'est un compte qui est déjà utilisé. Et on peut surtout au besoin revenir. C'est-à-dire qu'on se dit, OK, sur la procédure opérationnelle ou ici par exemple, je vais revenir sur mes résultats et je vais pouvoir me dire, OK, voilà les questions qu'on m'a posées, la réponse qui était attendue, ce que moi j'ai répondu. Et se dire, OK, là, j'ai répondu faux, pour quelle raison? Le reste avait l'air d'être vrai. Et on peut revenir se dire, OK, là, j'ai répondu faux. Je veux réappeler Aérobot qui me réexplique pourquoi j'avais répondu faux à ce moment-là. D'accord. Petite question, est-ce que les questions sont générées ou est-ce qu'elles sont dans une base de données que lui surveille? Que lui surveille. Donc, est-ce que les questions sont appelées depuis une base ou alors est-ce qu'il les crée limite à partir des contenus? Alors, c'est un petit peu un entre-deux. C'est-à-dire que toutes les questions sont dans notre base de données. Pour autant, cette base de données, elle est constituée à la fois de questions officielles et de questions qu'on a générées nous-mêmes. Donc, ça permet de venir enrichir, de ne pas se concentrer que sur les questions type examen, mais aussi d'avoir beaucoup plus de largeur dans l'offre de questions pour être sûr qu'on va venir couvrir tous les modules.
D'accord. Donc, c'est entre les deux. Ok. Je passe, tu me dis s'il y a d'autres questions. Ici, on va regrouper plutôt un suivi de la formation. L'idée, c'est qu'ici, on va pouvoir, sur les différents modules, voir où est-ce qu'on en est, quel est notre score moyen, et on va surtout pouvoir venir rentrer la date d'inscription aux différents modules. Pourquoi c'est important? Parce que ça va aider AeroCoach, en fonction des échéances, à programmer nos révisions et à structurer toute cette partie théorique. Et on viendra renseigner le test ici, de façon à avoir un suivi en disant ben, j'ai eu 90% sur ce module, donc c'est OK, ça passe en vert pour celui-ci. L'idée, c'est toujours d'avoir une sorte de petit dashboard qui est assez motivant parce qu'il est assez simple et épuré. Et surtout, ce sont des éléments indispensables pour l'organisation de la formation. Ok. Je passe très rapidement sur la suite, ça a évidemment un petit peu moins d'importance. Une seule chose à dire au niveau du support, c'est qu'évidemment, il y a un support informatique en cas de problème, mais il y a aussi un support pédagogique, c'est-à-dire que pour un sujet extrêmement précis, on a évidemment des personnes qui sont disponibles derrière pour venir répondre à vos questions. D'accord. Ok. Alors, on a quelques questions du chat. J'en ai mis 3 de côté. Super. Ok. Première question de Philémon. Est-ce qu'il y a des idées ou des méthodes à reprendre du code Rousseau pour la voiture? Alors, il dit avec permission, bien sûr. Est-ce que tu connais justement ce qu'il propose? Et est-ce que ça serait transférable? Alors, la réplicabilité de notre solution, c'est évidemment un sujet, vu le fonctionnement aujourd'hui qui tourne beaucoup autour de cette technologie de chatbot. On y a réfléchi au code de la route, pour être tout à fait transparent, il y a un petit moment déjà. Après, ce qu'il faut, c'est évidemment trouver un outil et surtout un sujet, une formation pour laquelle il y a suffisamment de valeur ajoutée au moment où on l'obtient pour aller se positionner sur ce type de solution-là. Aujourd'hui, par exemple, sur le code Rousseau, il y a des outils qui sont assez bien faits, mais s'il n'y a pas forcément d'IA sur le site, on est sur un volume de connaissances qui est quand même beaucoup plus limité. Est-ce qu'il y aurait un intérêt à développer un outil similaire là-dessus? On a jugé, nous, pour le moment que non, mais pour tout un tas de raisons qui nous sont propres. C'est pas un jugement, oui ou non, c'est une mauvaise idée. Mais en effet, c'est une bonne réflexion de l'avoir. Et il y a aujourd'hui d'autres formations dans d'autres domaines que l'aéro qui se prêtent tout à fait à ce type de solution. D'accord. Question de Vince sur les mises à jour. Comment est-ce que ça se passe? C'est téléchargeable et on fait la mise à jour sur son ordi ou bien tout se fait en ligne directement sur les serveurs? En tant qu'utilisateur, tout se fait en ligne. C'est-à-dire que vous vous connectez au portail comme vous irez sur n'importe quel autre espace, application en ligne. Et il n'y a rien de plus à faire. On a un compte, un identifiant qui garde l'historique dans lequel sont poussées toutes les données à jour, que ça soit sur le corpus documentaire, donc la partie théorique, sur les différentes fonctionnalités qu'on peut être amené à rajouter, sur les QCM qu'on continue à générer pour sans arrêt enrichir l'offre, pour intégrer les questions officielles qui nous sont redescendues par les personnes qui passent les examens. Tout ça est totalement transparent pour l'utilisateur. Une simple connexion sur l'espace en ligne et on a absolument tout qui est toujours à jour. Ok, ça répond à la question. Ensuite, Lolo, est-ce que le bot te fait travailler sur là où tu fais le plus d'erreurs? Est-ce que le bot nous fait travailler, pardon? Est-ce que le bot te fait travailler spécifiquement sur une matière qu'il a repérée ou dans laquelle tu peux faire le plus d'erreurs possible? Est-ce qu'il va te proposer en fait une démarche pédagogique là où tu pêches? Ouais, absolument. Absolument. Il va, en fonction des statistiques, par exemple, nous dire, si on lui dit, moi, je suis un petit peu perdu aujourd'hui, il peut être amené à dire, OK, donc l'important déjà, c'est de se remotiver. Ce que je te conseille aujourd'hui, notamment parce que tu as eu beaucoup de mauvaises réponses sur le module météo, sur les derniers modules que tu as fait, c'est qu'on travaille spécifiquement ce point-là. On va s'organiser de la façon suivante. Je te conseille de faire 10 à 15 questions par jour, pas plus, pendant la semaine qui vient, toujours sur la météo, pour qu'on remonte un petit peu ce niveau, que ça fasse remonter ton niveau de confiance en toi, et ensuite on repartira sur les autres modules. Okay. C'est en effet un fonctionnement du coach AeroCoach. Ah oui, donc il accompagne vraiment l'élève en le motivant. Tout à fait. Et cette question, est-ce que vous avez les dernières séries de questions des examens, ou bien elles ont plusieurs années, ou comment ça se passe pour les renouveler? Vous faites de la veille?
Ouais, on fait de la veille. Donc, dans notre base de données globale, on a quand même une majorité de nos questions qui sont des questions maison. Pour autant, on a intégré quand même un nombre significatif de questions officielles parce qu'on a fait de la veille, parce qu'au travers de l'Aéroclub, on avait des questions qui circulaient, beaucoup d'élèves, hein, puisque comme on le disait, on forme aussi beaucoup d'élèves de notre côté, donc on a eu beaucoup de retours. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on met en place. Alors, la solution a été lancée il y a relativement peu de temps, hein, puisqu'on a commencé à commercialiser le 1er décembre. Mais en effet, sur le site, une page dédiée va apparaître pour, on l'espère, qu'un maximum d'utilisateurs de la plateforme nous fassent redescendre des questions au travers de ce canal-là pour qu'on puisse les intégrer et les mettre à disposition de tout le monde. D'accord. On le voit sur la partie QCM, je me remets sur n'importe quel module, on aura la possibilité de voir, est-ce que ici, dans ce petit onglet qui s'appelle priorité, est-ce qu'on est sur de la question d'examen, donc c'est le cas ici, vu à l'examen, ou est-ce qu'on est sur de la question maison? D'accord. Donc ça vous permet de savoir aussi. Ok. Bon, ça répond à peu près aux questions là qui ont été posées. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de la plateforme. Moi, j'ai une question sur un peu le modèle économique. Il faut investir combien? Est-ce que c'est tous les mois? Est-ce que c'est annuel? Comment ça se passe? Oui, absolument. Alors l'offre, pour ceux qui voudront la voir, elle est sur notre site internet. Aujourd'hui, on propose deux abonnements, enfin deux fonctionnements différents. Quelque chose d'assez classique, comme on a l'habitude de le faire aujourd'hui, avec un abonnement sur les plateformes, où on peut sans engagement, pour 29 € par mois, s'abonner et profiter de l'ensemble des fonctionnalités en illimité. Ou bien on peut avoir un tarif qui est, on va dire, préférentiel, à 25 € par mois, si on s'engage sur une période un petit peu plus longue, voilà, comme c'est l'usage. Dans les deux cas, qu'on soit sur un abonnement mensuel ou illimité, ou avec un abonnement, on est sur un usage illimité et on profite des nouvelles questions, des mises à jour, des nouvelles fonctionnalités. Et tant que tu as précisé un point important que je n'ai pas dit, j'en profite pour le dire maintenant, c'est que d'ici quelques semaines, on retrouvera ici en plus une section cours, puisque comme je vous le disais, on a rédigé 100% de nos cours. On est en fin de phase d'illustration. Dès lors que ça sera complété au cours du mois de février, on aura donc en plus des cours au format un petit peu plus classique. Et je connais certains de tes illustrateurs. Tu en la parenthèse. C'est vrai ? Bah oui. Okay. Oui. Ils sont bien, hein? Bah oui, je connais un certain nombre. Alors, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je pense qu'on a fait un peu le tour de la plateforme. On rappelle le lien, la modération, si vous pouvez reposter le lien, aero-bot.fr pour le lien du site, vous cliquez dessus et vous arrivez sur la plateforme si ça vous intéresse. Hein. Vous l'avez découverte, c'est tout nouveau. Ça date du mois de décembre, donc vous serez dans les primeurs à l'utiliser. Absolument. N'hésitez pas, en ce moment, vous pouvez vous inscrire, tester pour 7 jours sans rentrer de moyens de paiement. Donc, si vous avez envie d'aller découvrir la plateforme, c'est le bon moment pour y aller sans engagement. Et ben voilà, c'est épinglé en plus dans le chat, donc vous avez le lien à disposition. Est-ce qu'on ne se ferait pas un petit quiz? Alors, moi, je vais faire appel à la modération. L'idée, ça va être... Alors, je pose ta question juste après, Vince. L'idée, ça va être, est-ce qu'il est possible, par exemple, de faire un petit quiz d'une dizaine ou d'une quinzaine de questions sur prise un petit peu dans tous les modules ou pas? Ou il faut qu'on le fasse module par module? Alors non, l'entraînement se fait module par module, mais si c'est moi qui manipule, je peux très vite passer d'un module à l'autre, d'autant plus que j'ai des modules sur toutes les matières qui sont ouvertes. Ouais. Donc on peut tout à fait, on prend 3 questions sur un module, on passe sur le suivant, on peut faire ça absolument. Eh bien, je vous propose de faire... alors, il y a combien de modules en tout? 9. 9 modules. Allez, on va faire une petite vingtaine de questions, un peu moins, 18. On va en prendre 2 sur chaque module. L'idée, c'est que dans le chat, on va... les modérateurs vous mettent... On n'a pas l'extension quiz. Oui, c'est normal. Ce que je vais vous demander de faire à la modération, c'est de faire un sondage. Sondage, ça ira très bien. Et sondage, je pense qu'on peut le régler sur 20 secondes, 20-30 secondes. Comme ça, tout le monde vote pour la première question et on répond à la majorité. Comme ça, au moins, il n'y a pas besoin de faire de quiz. Donc, en fait, on va dire la réponse A, ça va être celle en haut à gauche, réponse B à droite, réponse C en bas à gauche et réponse D en bas à droite. Comme ça, on lance le quiz. Et pour être sûr qu'on la voit bien, Emmanuel peut nous lire la question avec les différentes réponses.
On se donne 30 secondes. Je pense qu'on doit voir ça. Vous me confirmerez la modération dans le chat. Et 30 secondes, ça va être suffisant pour répondre. Et puis derrière, on affiche la réponse. Comme ça, on utilise la plateforme et on répond en même temps. Voilà. Allez, c'est parfait. Eh bien, première question, on est sur un module de droit aérien. Dans un espace SIV, quelle phraséologie doit utiliser un pilote VFR pour annoncer ses intentions? Réponse A, pour monter niveau 75, demande autorisation. Réponse B, je monte niveau 75. Réponse C, demande clairance pour monter niveau 75. Et réponse D, autorisez-vous monter niveau 75. Ok. Donc, est-ce qu'on peut lancer le chat ou pas? Enfin, pas le chat, le... Alors, moi, je vois les réponses A, B, C, mais je ne vois pas de réponse D. Est-ce que vous avez mis la réponse D ou pas dedans? Parce que moi, je ne la vois pas, là. Confirmez-moi, les amis, s'il vous plaît. Tac, tac, tac. Ah, oui, je la refais. Ok. Bon, alors, attendez. On l'annule, on la relance, parce qu'on a mis que A, B et C. Donc, il manquait la réponse D. Donc, voilà, on relance. Voilà, il n'y a pas de D, c'est ça. Donc, on va relancer le quiz. Ok? On peut passer cette question, Emmanuel, et on fait la prochaine? Ouais, bien sûr. Voilà, Bien comme sûr, ça, au moins, bien sûr. ceux qui n'avaient pas pu répondre. Voilà. Allez, nouvelle question. Voilà, merci, impeccable. Hop, allez. Allez, c'est parti sur la nouvelle question. Alors, on est sur la performance humaine. Quelle est la finalité principale de la répartition des tâches au sein d'un équipage? Assurer que le membre le plus expérimenté gère seul les phases de vol complexes. Réponse A. Optimiser les ressources, prévenir la surcharge d'un opérateur et assurer la surveillance croisée. Réponse B. Standardiser la distribution des rôles pour qu'elle soit identique à chaque vol, indépendamment du contexte. Réponse C. Et réduire la communication entre les membres pour favoriser la concentration individuelle. Réponse D. Ok. Donc, vous pouvez répondre en votant dans le chat et puis on validera la meilleure des réponses. En tout cas, celle qui est le plus proposée. Ok. Alors, c'est la A qui est arrivée. C'est pas grave, Philémon, on peut les laisser à 1 minute. Voilà, quand tout le monde a répondu, hop. Donc, c'était la réponse B. C'était la réponse B. Optimiser les ressources, prévenir la surcharge d'un opérateur et assurer la surveillance croisée. Donc, on a, vu qu'on est en mode entraînement, déjà une explication qui est fournie en dessous. Et au besoin, on pourrait, comme on l'a vu, appeler l'aérobot pour avoir plus d'informations. Là, je pense que l'idée, tu me dis Sébastien, mais c'est peut-être de passer sans s'attarder sur la réponse, ou est-ce que tu veux qu'on détaille? Non. Oui, on va passer à la suivante. Allez. Et puis après, s'il y a des questions particulières là-dessus, le chat nous dira. Et puis, on donnera une petite explication si besoin. Parfait. Allez, question suivante. Question suivante. Le gaz de l'atmosphère assimilé par l'organisme est réponse A, l'oxygène, réponse B, l'hydrogène, réponse C, l'azote ou réponse D, l'ozone. Voilà, donc on lance le vote. Alors, répondez pas par la lettre dans le chat, répondez dans le sondage. Voilà, le sondage, il est lancé. Alors, je le répète, ne répondez pas la lettre dans le chat, répondez sur le sondage. Comme ça, au moins, nous, on valide à la majorité. Ok. Allez, est-ce que tout le monde a voté? Allez-y. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez normalement en bas à droite dans le chat la partie sondage. Vous cliquez dessus et vous répondez en cliquant, tout simplement, sur la réponse. Ok. Allez, on valide, on termine le sondage. Pour la première question, ça a été décalé, c'est pour ça. Oui, oui, parce qu'en fait, il n'y avait pas toutes les réponses dans la toute première. Ok. Allez, on termine le sondage. C'était la réponse A qui est ressortie le plus. Bah, bravo. Et c'est en effet la bonne réponse. Ok. Question suivante. Allez, je passe sur un autre module. Oula, un petit peu de météorologie. Ah voilà, ça va nous plaire ça.
Alors, question. Sur une carte Wintem Euroc, comment est codifiée une vitesse de vent de 10 nœuds? Réponse A par un triangle noir. Réponse B par une grande barbule. Réponse C par une demi-barbule. Ou réponse D par 2 demi-barbules. On lance le sondage. Plutôt. Voilà. Donc A, B, C ou la réponse D. Donc le A, c'est le triangle noir. B, la grande barbule. C, la demi-barbule. Et le D, les 2 demi-barbules. Donc répondez dans le chat. Enfin dans le chat, pas dans le chat, dans le sondage plutôt. Ah, t'as jamais entendu le terme de barbule? Bah si. Je crois que ça s'appelle comme ça. Hein. Oui. Une petite barbule. Ok, est-ce que tout le monde a répondu? C'est bon? Non, pas en Suisse. Ah bah oui, mais vous avez un vocabulaire particulier alors. Allez, C'est pour ça qu'on n'est pas encore en Suisse. Il faut adapter. tout le monde a répondu. Barbabule, ouais, ça doit être ça. Allez, hop. Terminer le sondage. Oui, c'est parti. La réponse B. Une grande Par une barbule. grande barbule. C'est la bonne réponse. Bravo à Bravo. tous. Parfait. Ok, allez, question suivante. Alors, quelle est la fonction principale du PREDEC et sa relation avec les autres bulletins météorologiques réglementaires? Ouh, elle est pas mal celle-là. Ouais. Réponse A, il remplace le TAF pour la première heure de vol en se concentrant uniquement sur le vent et les rafales. Réponse B, il est une prévision à échéance longue qui se substitue au METAR et TAF dans des contextes de risque identifiés. Réponse C, il est utilisé exclusivement par les services de la circulation aérienne pour l'organisation des ressources au sol. Ou réponse D, il complète les bulletins réglementaires en fournissant une prévision ciblée pour le décollage sans s'y substituer. Ah ouais, elle est un petit peu technique. Allez, le sondage, il apparaît dans le chat. On est sur le PREDEC, donc n'hésitez pas à répondre. Ah, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde qui clique. Si, ça y est, ça commence. Il doit y avoir de l'hésitation, là. C'est possible, oui. C'est vrai qu'elle n'est pas évidente. Et puis quand on l'a pas sous les yeux pour relire aussi, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Ouais. Ah ouais, là, ils osent pas. Ah, ça y est, il y a 2 personnes qui ont répondu. Ils osent pas, là. Hein. Ça y est, 3. Ah, voilà. À votre avis, la PREDEC, jamais entendu parler, nous dit 0K. Eh bien justement, tiens, ça sera peut-être l'occasion d'approfondir un petit peu le sujet après avec notre assistant. Pourquoi pas? Absolument. Je ne sais pas ce que c'est non plus. PREDEC, il pense prédécollage. On va voir après. Bah tiens, c'est une bonne occasion de le voir. Réponse 4. Et c'est la bonne réponse. PREDEC, prévision de décollage, produit météorologique spécialisé conçu pour finir une prévision synthétique et ciblée pour la fenêtre de décollage et les premières phases du vol sur un aérodrome donné. Ouais. Est-ce qu'on peut, je sais pas, moi, poser la question de dire qui établit le PREDEC, par exemple? Alors, on va voir. Est-ce que c'est une information? Alors, On va voir ce qu'il va nous dire. Voilà. Donc là, on a bien eu la bonne réponse. ouais, il nous dit en résumé le PREDEC cible la phase 1. Souhaitez-vous approfondir un point précis sur le PREDEC? On va lui dire qui établit le PREDEC. Voilà. Vince, donc il nous demande si c'est du PPL ou de la TPL. C'est du PPL, là. Hein. Alors, est-ce qu'il nous donne la réponse? Alors, ce soir qui était le PREDEC, est un produit météorologique spécialisé, donc élaboré par les services météorologiques professionnels spécifiquement pour les besoins des équipages des services de la circulation aérienne et des exploitants d'aérodromes. Son élaboration vise à fournir une prévision synthétique et adaptée à la phase de décollage pour un aérodrome donné.
Ça a fait penser à certains que c'était plus un sujet ATPL, c'est pour ça qu'il y avait la question? C'est Vince qui demande si c'est du PPL ou de la TPL. Non, c'est Voilà, 100% PPL. Ok. Bon, on fera un petit retour sur le prédeck s'il y en a qui veulent Ouais. d'autres informations. On enchaîne sur les questions. Ouais, bien sûr. Voilà. On va peut-être changer de matière. Ouais. Allez, est-ce qu'on ferait un peu de navigation, par exemple? Ou là, on va peut-être avoir des petits calculs. Ah! Alors là, il faut que chacun prenne un petit papier et un stylo. Ce qu'il faut. J'ai pas de stylo. En vol, vous relevez un QDM de 210 degrés sur votre RMI. Votre gisement par rapport à la station est de 10 degrés gauche. La déclinaison magnétique locale est de 3 degrés est. Et la route vraie que vous devez suivre est de 220 degrés. Quelle est votre dérive? Réponse A, dérive droite de 3 degrés. Réponse B, dérive gauche de 3 degrés. Réponse C, dérive droite de 17 degrés. Et réponse D, dérive gauche de 17 degrés. Là, les amis, il faut faire le schéma. Ah oui, schéma obligatoire. Ouais, là, je crois qu'il faut un schéma, là, oui. Il y a 0K qui dit on fait pas ça aux gens à 22h. Eh ben si, on est en train de tester là. On s'en fout, c'est pas grave, on peut avoir faux, c'est pas très grave. Ouais, puis Mais là, c'est vrai qu'en l'occurrence, le mieux c'est de faire le schéma. Hein. Comme ça au moins. Ou sinon, alors il y a une autre solution, il y a soit on fait le schéma, soit sinon vous avez des tableaux qui existent où vous passez du magnétique au vrai, au géographique, etc. Et vous pouvez passer de l'un à l'autre en retranchant, mettant la dérive, etc. Allez-y, répondez. Le questionnaire, il est en place. Encore pour une petite vingtaine de secondes. Les neurones sont en pré-sommeil vu la journée passée au taf. Oh là là. Alors attendez, est-ce qu'on n'a pas des smileys qui pleurent? Parce que là, ils veulent plus répondre. J'espère qu'on suscite pas ça quand même. Non, c'est bon. Ok, allez, est-ce que tout le monde... Ah oui, je ne sais pas. Bon, il y a 2 personnes qui ont répondu la réponse B. Allez, on tente la réponse B. C'est la bonne réponse. La bonne réponse. Donc, alors, par contre, intéressant, vous avez vu, il y a le calcul qui est en dessous. Ouais. Donc là, il y a le calcul qui est en dessous, qui est déterminé. Et si même ça, c'est pas suffisant, on peut vraiment lui demander de le reprendre point par point, de l'expliquer autrement. Sur cette partie calcul, vraiment, les explications sont vraiment très, très pertinentes. Ok. Encore une petite question sur la nave et puis on change de module. Allez. Coup de bol, il nous dit Alors. Philémon. Bah, des fois, ça arrive. À la surface de la Terre, 60 nautical miles correspondent à 1 degré de longitude, réponse A, 60 minutes de longitude, réponse B, 1/60e de degré de latitude, réponse C, ou 1 degré de latitude, réponse D. Alors, il y a une très bonne question sur la question précédente de Vince qui dit est-ce que notre assistant, il sait faire le schéma, si on lui demande de nous faire le schéma? Alors non, il générera pas de schéma là-dessus. Par contre, on n'a pas intégré, parce qu'aujourd'hui c'est une technologie qui marche très mal, hein, le dessin de schéma, enfin la génération de schéma. En revanche, c'est un concept qui est comme les autres en cours d'illustration sur la partie dessin, et donc il y aura à l'appui justement un média maison qui permettra d'illustrer en fait ce type de calcul. D'accord. Ok. Bon, ça répond à ta question, Vince. Donc, on est sur la question à la surface de la Terre, 60 nautical miles. Ça correspond à quoi? Vous pouvez répondre. Donc, le degré de longitude, en dessous, j'arrive plus à voir. 60 minutes de longitude. En dessous, c'est 1/60e de degré de latitude, donc en réponse C. Ouais. Et 1 degré de latitude en réponse D. La 4. Ouais, Réponse 4. Bonne réponse. et c'est une bonne réponse. Absolument. Parfait. Allez, on change de module. Quel module Principe on peut de vol prendre? Ouais, allez, un petit peu de mécavol, et puis on terminera là-dessus. Allez,
Parfait. Allez, 2 petites questions de mécavol. Parfait. Messieurs, dames, une mise en virage classique exige une action conjuguée des ailerons de la gouverne de direction et de la gouverne de profondeur, des ailerons de la gouverne de profondeur seulement, des ailerons et de la gouverne de direction seulement ou des ailerons seulement. Donc, pour une mise en virage classique. Voilà, réponse A, B, C, D ou je sais pas. Comme ça, vous pouvez tous répondre. Donc, la mise en virage classique, action conjuguée, gouverne de direction, gouverne de profondeur. La gouverne de profondeur seulement. Les ailerons, la gouverne de direction. Les ailerons seulement. Ouais, il y en a qui sont courants. La bille. Ah oui. Ok. Alors, la réponse qui revient le plus, c'est la réponse A. Eh bien, tant mieux, puisque C'est c'est la bonne la bonne réponse. réponse. Bravo les amis, ils sont forts. Ça se voit que vous êtes viewers de la zone aéro, les copains. Trouvez tout un tas de questions. Le pied chasse la bille. Exact. Un virage classique, c'est 60 degrés. Ça, c'est tes virages classiques, Eric. Il serre les virages. Pas en dernier virage, par contre. Allez, la dernière question de ce soir. Allez, parfait. Alors, pourquoi les avions de voltige sont-ils généralement conçus avec un dièdre nul ou négatif, contrairement aux avions école? Réponse A, pour réduire la stabilité latérale et obtenir des réactions plus neutres lors des figures acrobatiques. Réponse B, pour augmenter la vitesse maximale en réduisant la traînée parasite des ailes. Réponse C, pour faciliter les décollages courts sur terrain non préparé. Et réponse D, pour améliorer la stabilité en tonneau et faciliter l'apprentissage de la voltige. Ok. Alors, on lance le sondage. C'est parti. On fait peut-être un petit rappel. Si Emmanuel, si tu peux le faire, parce que moi, j'arrive pas du tout à lire. Oui, bien sûr, je relis rapidement la question. Pourquoi les avions de voltige sont-ils généralement conçus avec un dièdre nul ou négatif, contrairement aux avions école? Réponse A, pour réduire la stabilité latérale et obtenir des réactions plus neutres lors des figures acrobatiques. Réponse B, pour augmenter la vitesse maximale en réduisant la traînée parasite des ailes. Réponse C, pour faciliter les décollages courts sur terrain non préparé. Et réponse D, pour améliorer la stabilité en tonneau et faciliter l'apprentissage de la voltige. Voilà. À vos réponses. Qui est-ce qui dit tout le temps je sais pas? Il y a quelqu'un dans le chat qui dit. Il y en a toujours un qui clique sur je sais pas. Qui est-ce qui clique sur je sais pas? Parce que justement, Aérobot est peut-être fait pour toi, pour t'apprendre plein de trucs. Voilà, donc la réponse A, la plus donnée. Et c'est la bonne réponse. Très bien. Félicitations. Ouais, en effet, on va privilégier non pas la stabilité, mais plutôt le dynamisme. C'est aussi pour ça qu'on conçoit des avions comme ça. Parfait. Bon, bah bravo. Applaudissements à tout le monde. Hein. Est-ce que je les ai là, les applaudissements? Oui, logiquement. Je ne sais pas si on les entend ou pas. Non, je n'ai pas l'air. En tout cas, bravo à vous. C'est cool. Tout le monde a participé, c'était sympa. Et on découvre, on connaît un petit peu mieux la solution Aérobot. Bravo, merci Lolo. Je ne sais pas si vous entendez les applaudissements, j'ai pas l'impression. Bon, c'est pas très grave. Très bien. Écoutez les amis, je vous propose tout de suite. Non, on les a pas, je regarderai ça un petit peu plus tard. Je vous propose tout de suite, puisqu'on arrive sur la fin de l'émission, de tourner ensemble la dernière page, à savoir la foire aux questions, remise de gaz, et on retrouve Emmanuel tout de suite. La zone aéro, remettez les gaz. Dernière question, programme à venir, vite. Ce sont les 5 dernières minutes de l'émission.
Allez, nous sommes avec Emmanuel, il est là en dessous, et la solution Aérobot sur la droite qui va vous entraîner si vous désirez passer le PPL. Je pense aussi aux amis de la Grande School, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour vous, pour continuer de travailler. Il y a des belles réactions sur le chat, joli outil, merci beaucoup pour l'outil, donc ça plaît, donc c'est bien. Merci à tous, on est amis. Avant justement de terminer et de te donner le mot de la fin, Emmanuel, déjà, ce qu'on va faire, c'est hop, on va repasser en plein écran, voilà. On va juste regarder ensemble le programme à venir des prochaines émissions de la zone. Et pour ce faire, je vais afficher le programme, donc on va te retrouver tout de suite. Hop, tac, voilà. Donc, le programme à venir dans la zone aéro, il y aura une émission pédagogique la semaine prochaine. Vous avez demandé un petit peu plus des émissions pédagogiques quand on a parlé de la reprise en septembre dernier. Ben voilà, ça va être une émission que j'aurai le plaisir d'essayer de vous animer tant bien que mal. Et on parlera justement d'un piège du pilote. Ce sont les illusions sensorielles, ennemies du pilote, à l'origine d'un certain nombre de crashs aussi dans l'histoire de l'aviation. Et on reviendra justement sur ce thème pour essayer de comprendre, d'anticiper, de reconnaître les illusions sensorielles qui sont à l'origine de vols contrôlés sur la surface de la Terre. On verra des exemples, on verra les causes, les conséquences. Donc on essaiera de vulgariser un petit peu tout ça. C'est la semaine prochaine à partir de 20h30 ici même. Et vous aurez la possibilité dans le chat de participer à des petites expériences chez vous. Et puis me dire si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Donc c'est la semaine prochaine dans la zone aéro consacrée aux illusions sensorielles. Puis on se donne rendez-vous ensuite le 28 janvier à 20h30 avec un petit changement de programme. Au départ, on devait parler en tout cas avec Nicolas Valentin qui est chef de projet à Genève. En fait, c'est reporté pour des raisons d'autorisation. Ça sera un petit peu plus tard. On recevra avec plaisir Eddy et Laura et on discutera avec eux de la Gazette de l'ULM, un magazine consacré justement aux ultra-légers motorisés. Et on parlera d'ULM, donc le 28 janvier à 20h30 dans la zone aéro. Et à l'occasion de cette émission, on vous présentera aussi le programme du mois de février qui est quasiment bouclé. Et enfin, on terminera le jeudi 29. Ça se passera en direct avec Cynthia puisque ce sera la première grande school de l'histoire de la chaîne, avec les stagiaires qui se sont manifestés il y a quelques jours. Et c'est Cynthia qui va gérer tout ça. Il y aura de la théorie, ça sera interactif et elle vous présentera justement ce live. Retenez la date, le 29 janvier 20h30. Vous pourrez suivre l'émission en temps réel. Par contre, vous ne pourrez pas intervenir depuis le chat puisque ce sont les élèves de la Grande School qui poseront les questions et qui répondront. Mais vous serez là en tant que spectateur et voir un petit peu et apprendre aussi avec tout le monde donc de la Grande School. Voilà pour les rendez-vous de la zone aéro du mois de janvier. On termine cette émission avec Emmanuel qu'on a retrouvé. Donc Emmanuel, merci beaucoup pour ton temps et puis pour être venu nous présenter cette belle solution Aérobot. Merci à vous, c'était avec grand plaisir, c'était une super émission et je vois que ça a plu, qu'il y a une communauté engagée qui participe malgré l'heure et la difficulté de certaines questions, donc c'était avec grand plaisir et voilà, comme je le disais, n'hésitez pas à les tester, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous même pour nous faire part de sujets ou d'idées là-dessus. On est très très à l'écoute, on construit beaucoup de choses avec des gens qui interagissent avec nous, notamment sur LinkedIn. Donc ça sera un grand plaisir. Et puis sachez que nous, on va continuer à faire de notre mieux pour continuer à enrichir cette solution. Il y a Lolo Radar qui demande, alors il y a 2-3 questions, je ne vais pas les incruster. Est-ce que tu as une version démo pour le montrer en stream ? Est-ce que j'ai une version démo pour le montrer en stream ? Tu peux préciser ta question, Sébastien ? Alors, c'est Lolo qui pose cette question. Ouais. Parce que lui, je pense qu'il est streamer. Donc peut-être qu'il voudrait aussi proposer une démo à sa communauté. Est-ce qu'il y a une version démo qui existe ? Ou alors il faut qu'il se crée un compte gratuit là, de 7 jours pour le faire ?
Alors, on pourrait fournir une vidéo, mais qui est peut-être assez standardisée sur la présentation, mais il pourrait tout à fait, en effet, se créer un compte gratuitement et l'utiliser s'il le souhaite pour faire une démonstration, tout à fait. Ouais, c'est ça. Si on veut en parler pendant les streams pour des personnes qui peuvent être intéressées. Ouais, dans ce cas-là, soit on peut fournir une version, soit renvoyer éventuellement vers le site internet dans lequel on devrait intégrer d'ici peu justement des vidéos de présentation et de démonstration. Donc D'accord. ça peut aussi peut-être être le bon vecteur pour ça. Ok, parfait. Philémon qui dit merci Emmanuel, c'était bien ludique et interactif, donc c'est parfait. Ravi. Freeflight qui est toujours bloqué sur le pré-tech. Voilà. Il y a une durée limitée, éventuellement 1 mois gratuit. C'était ça? C'était 1 semaine ou 1 mois? Alors, il y a eu un petit peu plus d'offres. Il y a eu une offre au lancement pour avoir 1 mois où beaucoup de gens s'étaient préinscrits sur les derniers mois quand on avait communiqué. On a de toute façon 7 jours d'essai gratuit quoi qu'il arrive tout le temps. Là, la petite particularité, c'est qu'on a vraiment ouvert un mode qui permet d'essayer même sans renseigner les moyens de paiement, parce qu'on se rend compte que des fois c'est un petit peu un frein, et voilà, comme on veut vraiment que les gens nous fassent des retours là-dessus, on l'a ouvert. Et après écoute, s'il y a des gens qui demandent, on peut te faire un code pour toi, Sébastien, pour ceux qui étaient là aujourd'hui, qui ont regardé, avec 1 mois offert. On peut le faire avec grand plaisir et tu pourras le diffuser si tu veux, à tes viewers. Et ben voilà, c'est un petit cadeau, vous voyez, c'était pas prévu du tout, et c'est On vous Emmanuel prépare qui le ça propose. Et on le fait passer, avec grand plaisir. Merci à toi en tout cas pour l'attention, c'est super cool. Voilà, Plaisir. on en parlera et on mettra ça dans les descriptifs. On le postera sur le Discord. Voilà, trop bien, super génial, merci, ils sont tous taqués. Donc, super. on vous le mettra sur le Discord. On va en parler avec Emmanuel hors antenne. On vous le mettra sur le Discord et puis on le mettra aussi dans le lien de la vidéo replay. Voilà, comme ça vous aurez tout. Merci encore Emmanuel, c'était cool. Je pense que les gens sont satisfaits aussi. Avant de nous quitter, évidemment, on va faire un raid. On vous a mis les petits pictos, les petits smileys dans le chat que vous faites un copier-coller. Vous les copiez sur la chaîne chez qui on arrive. Je regarde qui est-ce qu'il y a en ligne, chez qui on peut basculer. Chez qui, en tout cas, ça fait un moment qu'on n'a pas été voir. Ben, écoutez, il y a notre ami Jérémy qui est là. Il y a Nokil aussi qui est là. Qui est connecté. Combien ils sont? Ils sont 8 chez Jérémy. On va basculer chez Jérémy, si vous le voulez bien. Il doit être en train de faire un vol, visiblement. Il fait du PA24. Donc, on va lui faire un coucou. Et vous lui envoyez plein de bonnes choses. Vous lui donnez le bonjour de notre part. Voilà, faites un copier-coller des liens de la zone aéro. On va lancer le raid, voilà, en arrière-plan. Hop, voilà, comme ça tout le monde a les liens avec tout ce qui va bien. Emmanuel, merci encore. Je rappelle à tout le monde que cette émission, vous la retrouverez en replay dans 14 jours, que vous pouvez continuer de soutenir la zone aéro sur Twitch ou sur YouTube, bien évidemment, en allant voir les replays, en les republiant, en faisant des commentaires, en partageant les vidéos. C'est surtout ça, pour faire rayonner en fait l'émission auprès de toute la communauté de l'aéro. N'hésitez pas, vous avez vu, il y a des bons plans comme Aérobot ce soir. Vous avez les podcasts aussi qui sont mis en ligne par Julot avec toutes les versions des émissions en audio et c'est gratos, donc inscrivez-vous et profitez des émissions dans vos voitures. Vous avez le Discord qui continue l'échange avec toute la communauté et pour récupérer, si vous le souhaitez, votre petit code qui vous donnera 1 mois de découverte d'Aérobot et évidemment tout ce qui tourne autour de la zone aéro, à savoir la boutique, Patreon et ce qui nous permet aussi de rayonner grâce à vous. Merci à toutes et tous, merci Emmanuel, bonne soirée, rendez-vous mercredi prochain dans la zone aéro pour parler illusions sensorielles et puis podcast Spotify, oui. Et n'hésitez pas à envoyer des petits likes chez Dreamercaster. Générique, à très bientôt. Ciao, bye bye. Bonne soirée. La zone aéro, l'émission. La zone aéro ferme les portes du hangar. Merci de votre fidélité et de votre soutien. Et restez avec nous le temps du raid en envoyant les emotes en arrivant. On compte sur vous. Fly safe.